Ah, butez-le, tous mangent dans le corps, faut rien gâcher. Ils ont enfin à manger. Mais la victime en train de se faire démembrer par le gang de cannibales souffrait d'une douleur indescriptible. Alors que sa conscience s'effondre dans la douleur, une silhouette se révéla dans ses yeux meurtris par la souffrance. C'est elle qui leur a amené ce type, qu'il n'oublie pas de lui donner une part de viande. Là où lui est tendu le bras du démembré, Alexei Risenko a compris la leçon. Il a été bien trop gentil, bien trop naïf. Mais s'il existe un paradis dans ce monde de pourris, il jure sur son âme qu'il leur rendra au centuple ce qu'ils lui ont fait subir. Alexei se réveilla subitement. Qu'est-ce qui se passe? N'a-t-il pas été tué par les enfoirés du district? Mais attrapant son téléphone, celui-ci révèle qu'ils sont le 12 novembre 2029. C'est un peu plus d'un mois avant le Global Freeze. Le 1er janvier de l'an de grâce 2030, la supernova Blue Stars implosa sur elle-même. Les fluctuations d'énergie engendrées par la catastrophe se propagèrent à travers l'univers jusqu'à envelopper la Terre elle-même de cette énergie. Celle-ci eut pour effet d'entamer peu à peu la glaciation totale du globe. L'événement qu'ils ont appelé le Global Freeze a débuté en sa Russie natale. Les températures à Saint-Pétersbourg où il habite chutèrent brutalement à moins 70 degrés Celsius. Le blizzard a continué sans cesse pendant un mois, se déportant l'entièreté du globe. La montée des neiges paralysa ainsi peu à peu le monde entier, entraînant une accélération phénoménale et irréversible de la 6e extinction de masse des espèces vivantes. Mais contrairement à ce que l'on pouvait croire avant 2029, l'homme ne fut pas épargné. Dans sa vie précédente, il s'est battu tout du long pour survivre. Il a continué d'entretenir une bonne relation avec son patron, gérant d'un supermarché, et a tenu grâce aux réserves de son appart. Et pourtant, à la fin, malgré sa générosité, tous ces bâtards ingrats ont fait de lui leur future ration. Mais pour l'heure, s'il est bien revenu dans le passé, la priorité est d'assurer la sécurité de son appartement et de stocker de plus de conserves et autres ressources nécessaires à sa survie. Il fera en sorte de préparer sa revanche. Autant la nourriture que de quoi se divertir doit être sa priorité absolue. Il doit également récupérer assez d'armes et de matos pour qu'il ait l'ascendant sur eux. Mais soudain, une sorte de rayon traversa son œil. Alexei se demande si quelque chose ne serait pas rentré en ce dernier. Mais avant qu'il ne puisse rouvrir les yeux, il fut comme transporté dans une dimension à part entière. Attends, il pourrait se servir de cet endroit pour stocker des ressources. S'il joue bien son coup, il peut aller récupérer l'entièreté des ressources de son patron du supermarché. Après ça, la nourriture ne sera plus jamais un problème. Mais épuisé par autant de réflexions, l'estomac d'Alexei le rappela au présent. Il a un peu plus d'un mois avant le Global Freeze. Autant profiter de ce que le monde peut lui offrir avant que ça ne soit trop tard. À peine arrivé au restaurant Vino et Voda, Alexei fit imploser la banque et commanda l'entièreté de leur plat. Mais alors que le serveur s'apprêtait à lui donner la douloureuse de 630 000 roubles, soit 6 500 €, il se demandait bien d'où leur venait ce nouveau riche. Mais surtout, depuis combien de temps il n'a pas mangé? Alexei profitait plus que jamais de mets qui le retrouva après une privation qui lui parut comme l'éternité. Plus tard, rien que des nouilles instantanées deviendront une délicatesse digne du guide Michelin. Une fois son repas terminé, Alexei salue le propriétaire du restaurant qui essayait tant bien que mal de lui donner sa carte VIP. Mais deux jeunes femmes reconnaissaient Alexei. Sonia interpelle son amie Agathe et lui dit que c'est son jour de chance. Elle a peut-être recalé Alexei par le passé, mais s'il sort du Vino et Voda avec le patron, ça veut dire que la famille Risenko est pleine aux as. Pourtant, Agathe ne reconnaît pas celui qu'elle a recalé au lycée. Par contre, autant profiter un peu de son argent. Alexei? Quelle coïncidence! Elle ne savait pas s'il habitait toujours Saint-Pétersbourg. Agathe Smirnov, son crush du lycée, celle qui l'a envoyé à l'abattoir. Elle joue la fille pure et douce, mais ça n'est qu'une couverture pour cacher la pourriture qu'elle est réellement. Dévoilant sa carte gold obtenue après s'être buté au travail, il lui dit qu'il allait faire 2 courses au supermarché. En tout cas, il ne compte pas la laisser mourir aussi simplement une fois la glaciation venue. Il va gentiment l'humilier en commençant par la laisser porter les ressources dont elle manquera tant plus tard. Mais c'est super ça! Elle compte également aller s'acheter de quoi grignoter. Sonia à l'arrière lui propose de l'accompagner. Au centre commercial le plus proche, les deux filles poussaient les chariots d'Alexei. Agathe lui demande pourquoi elle s'achète autant à manger. Il a prévu une fête ou pas? Parce que sinon, elle est dispo ces derniers temps. De son côté, Sonia se demandait s'il comptait faire du camping. C'est pas le genre de choses que les fils de riches mangent en général. Mais alors qu'il vide une nouvelle fois ses bras pleins de malbouffe et de produits longue conservation dans le chariot, il leur explique que l'on ne sait jamais ce qui pourra arriver. Si un jour l'apocalypse arrive, autant être prêt à y faire front, ne pense-t-elle pas? Ça ne la dérange pas forcément qu'ils ne lui disent pas pourquoi il achète autant, mais vu à quel point elle l'ont aidé, il pourrait au moins les inviter à dîner en échange. Ah, il apprécierait, ils peuvent bien le croire, mais il est occupé par les occupations ces derniers temps. Que dirait-elle qu'il les invite pour le nouvel an? Autant commencer 2023 comme il se doit, non? Mais Sonia lui demande comment ça se fait qu'un type fortuné comme lui n'est pas quelqu'un pour s'occuper de lui faire les courses. Mais Agathe donne un petit coup de coude à son amie pour qu'elle se reprenne et dit à Alexei qu'il ne fasse pas attention à ce qu'elle dit. Sonia et elle ont eu une longue journée, et puis en tant qu'amie c'est mauvais de parler argent. Oui, elle a lâché ça sans réfléchir. Qu'ils ne le prennent pas mal. Mais non, leur Alexei n'est pas méchant. Agathe sait qu'il ne va pas mal le prendre. Bien sûr, il n'est pas du genre à s'offusquer pour si peu. De retour devant son immeuble, il avait poussé les deux michetots à lui ramener ses courses jusqu'à chez lui. Au fond, il s'en moque que l'information des réserves qu'il accumule puisse fuiter. Il va faire de son domicile une forteresse imprenable et regardera sans bouger toutes les enflures qui l'ont buté pourrir comme des merdes.
La vieille Irène, gardant son petit-fils Grigory, se demande si un supermarché fait faillite pour que le petit Alexei ramène autant à manger chez lui. Elle demande aux deux jeunes filles où est-ce qu'ils ont pu faire de si bonnes affaires. Mais alors que Sonia se retient de s'énerver, Agathe leur dit qu'elles aident juste Alexei à ramener ses provisions. La vieille, ne connaissant pas les bonnes manières, dit à ce dernier qu'il n'arrivera pas à tout finir de lui-même. Il ne voit pas de problème à ce que le petit lui prenne une barre chocolatée. Mais alors que l'enfant l'attrape, Alexei la lui reprend et, passablement agacé, dit à la femme qu'il a prévu de tout garder pour lui. Le petit explose et lui dit de lui rendre son chocolat. Il a faim, il veut manger le chocolat. Encore un mot et il se prend un penalty dans la gueule. Irène lui fait sévèrement remarquer qu'en tant qu'adulte, il ne devrait pas parler ainsi au petit. C'est juste un chocolat, pourquoi ça a tant de valeur pour lui? Bah, il lui dit qu'elle va lui acheter cette barre. Elle la lui remboursera plus tard. Alexei lui répond qu'il se les a achetés pour lui et lui seul. Soit elle lui fait un virement cash-up, soit elle dégage. Pas de carte, pas de chocolat. Espèce d'enfoiré, comment ose-t-il la traiter ainsi? Elle est membre du syndicat de l'immeuble, il va l'entendre. Mais Alexei ne prêta guère attention à ses menaces. Une fois sorti de l'ascenseur, les courses bien chez lui, Agathe lui dit à travers la porte qu'il ne doit pas oublier de les inviter à dîner la prochaine fois. Pas de problème, à très vite. Refermant la porte pour ne plus voir leur sale tête, Alexei commença le stockage de ressources dans la dimension secrète. S'il a bien compris, quand il est entré là-bas, il ne s'est pas écoulé la moindre seconde dans le monde réel. S'il en réfléchit logiquement, l'inverse devrait également être valable. Puisque la dimension secrète et la Terre opèrent sur deux réalités distinctes, la nourriture et les médicaments qu'il peut y laisser ne devraient pas périmer. En tout cas, ça lui fait deux problèmes en moins. Maintenant, il faut s'atteler à trouver une source de chaleur et d'électricité indépendant des apports énergétiques du gouvernement. Pour la chaleur, une cheminée fera l'affaire. Il n'est pas ingénieur et le feu de bois a déjà fait ses preuves. Pour l'électricité, il devrait pouvoir trouver quelque chose pour convertir l'excédent de chaleur en énergie. Le hic, maintenant, ça va être de faire de cet appart une vraie forteresse, laquelle doit être bien isolée compte tenu des températures à l'extérieur. Pour les armes, tout ce qui va être couteau, hache et autres armes blanches ne seront pas difficiles à trouver. La question, c'est où trouver des armes à feu et armes lourdes. Bah, il a toujours un mois devant lui. Entre-temps, il n'a qu'à trouver un moyen de faire énormément d'argent. Avec des montagnes de pognon, tous les types véreux de l'underground seront ravis de faire affaire avec lui. Le jour suivant, Alexei sorti de la dimension viande et poissons qu'il conserve là-bas. Il n'y a vraisemblablement aucun changement, le poisson toujours aussi froid qu'à la poissonnerie. Il ne peut peut-être pas garder d'animaux vivants avec lui, mais il peut stocker une infinité de ressources dans la dimension sans que le passage du temps n'ait son mot à dire. Puisqu'il peut préserver les produits frais, cela devrait être la même chose pour des plats déjà cuisinés. De l'autre côté du fil, l'un des serveurs du Vino Evoda lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Il est passé la veille, a commandé la carte entière. Ça lui parle? Oui, sa carte VIP? Ouais, il va en avoir besoin. Il compte organiser un immense banquet sur 3 jours pour un mariage. Il y a un millier de personnes qui sont attendues. Est-ce qu'il peut lui passer le gérant? Une fois au fil avec ce dernier, Alexei lui dit qu'il est ravi de l'entendre, et en tant que membre VIP, il va lui faire une offre unique en son genre. Le patron lui propose de lui faire ça pour 100 000 €. Qu'est-ce qu'il en pense? Alexei lui dit que ça lui va, qu'il lui communique l'IBAN de leur restaurant et il s'occupe de faire le virement. Une fois raccroché, il sait très bien que l'argent ne vaudra rien d'ici janvier. Il peut contracter autant de prêts qu'il veut, ça ne changera absolument rien. À la Banque Nationale, il a eu beau faire des demandes de prêts, mettre en vente la maison que ses parents laissaient derrière eux, en plus ajouter au total les économies qu'il s'est fait, il est toujours loin du compte. Bien que l'aspect nourriture soit réglé, il reste encore les rénovations de son appartement, sans parler des médicaments, des armes et du bois de chauffe. Mais alors qu'il réfléchit à un moyen d'accumuler plus de pognon, un homme bien véreux l'interpelle et lui dit que s'il a besoin d'argent, il peut toujours se tourner vers la société dans laquelle il travaille. Chez eux, il n'y a pas autant de règles futiles. Il suffit juste de rembourser une fois la date butoir arrivée. Alexei lui dit que s'ils ont quelques millions à investir sur lui, ils ne le regretteront pas. Au fond, il n'en revient pas que Dame Fortune lui ait souri aussi vite. Il a besoin de 5 millions, ni plus ni moins. Il n'est pas en mesure de lui faire signer un contrat lui-même. Par contre, il peut le mettre en relation avec les pontes de sa maison de prêt. Une fois dans les bureaux, le prêteur louche interpelle son patron, Monsieur Belski. Il aimerait lui présenter Monsieur Risenko. Le patron se retourna et explique à son potentiel client que leur taux d'intérêt est particulièrement élevé, surtout s'il prend du temps pour les rembourser. Mais Alexei lui dit que sa société a juste besoin d'un apport de capital pour se développer au-delà de Saint-Pétersbourg. L'employé du banquier dit à son patron que, voit-il, Monsieur Risenko est déçu de sa banque. À son avis, il serait mieux pour tout le monde qu'ils entretiennent de bonnes relations. Le patron lui dit qu'il est partant. Leur taux d'intérêt est de 40%. S'il emprunte 5 millions, il leur devra 7 millions d'ici février. Ils peuvent s'occuper de lui faire le virement d'ici la fin de la journée. Alexei le remercie infiniment. Mais devant les termes du contrat, il faisait face à l'un des problèmes qu'il eut à la banque. Le patron lui explique qu'il doit mettre en jeu quelque chose de valeur au cas où il ne parviendrait pas à les rembourser. Alexei propose la maison de famille héritée de ses parents en échange. Elle vaut au moins 5 millions. Mais le patron lui dit qu'une propriété plein centre de Saint-Pétersbourg se vendrait peut-être bien, mais elle ne vaut pas 5 millions. 4,5 tout au plus. Monsieur Belski, il a vraiment besoin de ce prêt. S'il peut faire le virement aujourd'hui, il peut descendre à 4,5 millions. Mais il lui répond que même ainsi, il n'a rien à y gagner. C'est bon, ça ira pour 4. Il va même faire preuve de bonne foi et lui remboursera les 7 millions. Belski lui dit qu'il va faire en sorte de bien s'occuper de lui. Fais ce que tu veux, vieux porc. D'ici 2 mois, lui et toute sa boîte seront en train de crever à cause du froid. Alors qu'Alexei les quitte, les deux pourris constatent que ce type a vraiment besoin de pognon. Ils vont pouvoir grassement se servir aux frais de ces débiles. C'est un gros poisson, il sait ce qu'il a à faire.
Bien sûr, monsieur Belsky. Il va s'occuper de contacter la maison mère, voir s'ils peuvent investir sur sa société. À l'intérieur de sa voiture, Alexei rigolait bien d'avoir pu enfler ces deux bouffons grâce à sa boîte fantôme. Et puis, la maison qu'il croit récupérer, il l'a déjà vendue à la Banque Nationale. Quoi qu'il en soit, il a enfin de quoi se faire sa forteresse. Dans les bureaux de la société de la Forteresse Rouge, Alexei se fit servir un thé par la secrétaire. Cette boîte a été fondée peu après la Révolution Rouge et a travaillé avec le gouvernement soviétique pendant près de 100 ans. Ce sont, pour ainsi dire, les maîtres absolus de la sécurité. Dans sa vie précédente, a couru la rumeur comme quoi ils furent capables de construire un véritable bunker à plusieurs milliards pour le fils d'un mania du gaz. Tous ceux qui sont passés chez eux avant la catastrophe ont pu survivre confortablement après le Global Freeze. Se présentait à Alexei, monsieur Pavel Laskin, représentant du département des affaires de la Forteresse Rouge. Peut-il lui présenter son projet? Se levant pour lui serrer la main, Alexei lui répond qu'il a besoin qu'il fasse de son appartement un véritable bunker capable de résister à la pire des guerres et glaciations. Surpris quant à la spécificité d'une telle requête, Pavel n'y prête guère attention et se dit que ça doit être une lubie d'un gosse de riche. Il lui explique que chez eux, une telle requête est monnaie courante. Il peut d'ores et déjà lui présenter un modèle. Face au plan de son appartement et au modèle de la Forteresse Rouge, Alexei récapitule ce que ces derniers feraient. Ceci prévoit un renforcement avec de l'acier militaire au sol et au plafond en passant par les murs. Toutes les fenêtres seraient remplacées par du verre résistant aux balles et qui isole parfaitement des températures les plus extrêmes. Le brief mentionne également une ventilation qui filtre l'air et ne laisse passer ni fluctuation de température ni gaz, composants chimiques dangereux. En plus de cela, un système de surveillance par caméra utilisé par l'armée russe serait également installé à l'intérieur et à l'extérieur de son appartement. Également, la porte d'entrée ainsi que toutes celles de son domicile seront renforcées comme des portes de banque. Et ça, c'est tout ce dont Alexei a besoin. Du moment qu'il est imprenable chez lui, c'est parfait. Reprenant les plans, Pavel sait très bien que les raisons de monsieur Rysenko sont fausses. Ces riches inventeraient vraiment n'importe quoi pour se sentir en sécurité. Il fait remarquer à son client qu'avec des armes, il a un véritable bunker comme on en faisait sous la guerre froide. Alexei lui demande s'il s'y connaît en bunker militaire. Pavel lui répond que oui. Il a passé sa vingtaine dans les rangs de l'armée russe. Et il ne s'y connaît pas qu'un peu dans le monde militaire. Ces mots eurent pour effet d'éveiller l'intérêt d'Alexei. Connaîtrait-il un moyen d'obtenir une arme à feu? Monsieur Rysenko, par principe, il n'est pas autorisé à parler de ça avec ses clients. Mais serait-il possible qu'il ait croisé la route de personnes dangereuses? C'est bien le cas. Il a été contraint d'emprunter pour maintenir la société familiale à flot. Mais les types à qui il doit de l'argent essaient désormais de s'immiscer dans ses affaires et n'hésitent pas à le menacer avec des armes. Le projet de fortification de son appartement lui coûte plus de 8 millions. Ça ne devrait pas lui poser problème pour lui de le renseigner ne serait-ce qu'un peu. Pavel arborait une expression synonyme d'affirmation. Qu'il compte 3 semaines pour que les travaux soient terminés. Entre-temps, il le tiendra au courant s'il obtient des informations pour lui procurer une arme. Alexei le remercie. Maintenant, il n'a plus qu'à se rendre au stand de tir et armurerie pour voir ce qu'il peut obtenir là-bas. Le gérant fait remarquer à son client qu'il n'a pas besoin d'autant d'armes. Il a assez de matos pour chasser le drac au feu. Il part faire de la chasse en Sibérie avec des amis. Il lui rapportera quelques animaux empaillés. Fort heureusement pour lui, il avait toujours sa vieille licence de chasseur, faite avec son père, lorsqu'il partait chasser de son vivant. Même si ce ne sont pas des armes à feu, voir une arbalète, des flèches et un couteau de chasse le rassure ne serait-ce qu'un temps soit peu. Tout juste arrivé à l'entrepôt de son supérieur, monsieur Levitsky, Alexei remarque que la livraison de chez Vino et Voda est déjà arrivée. Au loin, Stanislas Levitsky explique au patron du Vino et Voda, Piotr Believ, qu'il ne peut pas le laisser délivrer tout ça sans l'autorisation de monsieur Rysenko. Il est le superviseur de cet entrepôt, sans signature officielle de sa part, il ne peut laisser quiconque y pénétrer. Mais celui-ci interpelle Stanislas et lui dit que c'est bon, il leur a bien passé commande. Mais pourquoi il a fait ça? Quel honneur a-t-il besoin de se faire livrer par une douzaine de camions frigorifiques? La petite foule qui s'était rassemblée autour de la scène n'en revenait pas. Mais comme une verrue, Agathe était évidemment en embuscade pour essayer de profiter de l'argent d'Alexei. Pourtant, aussi loin qu'elle se rappelle, il ne s'est jamais comporté comme l'héritier d'une famille fortunée au lycée. Qu'importe, elle doit continuer de se rapprocher de lui pour qu'il lui confesse une nouvelle fois ses sentiments. Agathe lança un petit clin d'œil empli d'amour pour essayer de manipuler Alexei. Mais celui-ci est ravi de voir qu'elle continue de courir droit dans le mur. Quand elle aura réalisé ce qu'il se passe, il se chargera lui-même de l'envoyer en enfer. Alors qu'il ouvre la porte du bureau du hangar, Piotr lui dit que tout était livré pour s'en manquer. Merci beaucoup, il apprécie vraiment leur efficacité. Une fois au cœur de la zone de stockage, Alexei faisait face à une vie de plats de luxe emballée devant lui. Il va bien gentiment stocker tout ça dans la dimension secrète, en plus de prendre les réserves du supermarché de Stanislas présentes ici. Il va pouvoir jouir des plus grands plats que le monde peut offrir jusqu'à la fin de ses jours. Le lendemain, les travaux commencèrent chez Alexei. À l'intérieur de son immeuble, tous ses voisins se demandaient bien ce qu'il pouvait être en train de faire. Ces derniers temps, monsieur Rysenko n'arrête pas. C'est vrai, n'empêche il a du mal à comprendre pourquoi il allait acheter autant de nourriture. Ouais, et puis regarde les travaux, c'est pas du petit bricolage. Discutant tranquillement avec Pavel par SMS, c'est encore une bonne nouvelle qui arrive pour Alexei. Le représentant de la Forteresse Rouge a réussi à trouver quelqu'un qui pourrait lui vendre ce qu'il cherche. Par contre, ce ne sera pas donné. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Alexei. Du moment que c'est de la qualité, il y mettra le prix. Interpellant des travailleurs, il lui dit qu'il va rester à l'hôtel le temps des travaux. Il s'en remet pour la déco. Aucun problème, il lui garantit qu'ils vont lui faire des miracles. D'ici un mois, il fera réaliser à tout le monde qui sont les vrais guignols de cette affaire.
Ayant fait un petit tour dans les bureaux du carrefour de Stanislas, Alexei alla à la rencontre du gestionnaire de leur magasin, monsieur Anton Volkov. Il demande à ce dernier un congé non payé exceptionnel de 45 jours, en plus de lui faire livrer de grosses quantités de médoc chez lui. Anton lui dit qu'il ne peut pas faire ça enfin. Il lui paiera les médicaments au double du prix du marché. Il n'aura qu'à se garder la moitié. Ça marche pour le commercial, il s'occupe de son congé maintenant et lui fera tout livrer pour demain. Merci infiniment Anton, il lui revaudra ça. Il lui fait le virement illico. De retour à l'entrepôt, il avait de quoi se réjouir. Tout son plan est sur le point de fonctionner. D'ici peu sera accumulé ici assez de ressources pour faire vivre un millier de personnes pendant une centaine d'années. Cependant, il ne peut se permettre d'attendre trop longtemps avant de vider les lieux de ses ressources, au cas où le Global Freeze arriverait plus tôt que la dernière fois. Quittant le carrefour de son patron, Alexei a eu le malheur de tomber sur Agathe et l'un de ses cibles, El Famoso Vadim. Celui-ci essaie tant bien que mal d'inviter la belle Agathe à un rendez-vous, mais celle-ci lui répond que c'est pas trop possible, elle est un peu occupée ces derniers temps. Alors comme ça travaille ici celle-là. Pas étonnant qu'elle ait pu suivre le moindre de ses mouvements. Mais croisant Alexei du regard, Vadim lui demande comment il a osé faire porter ses courses par la belle Agathe. Il ne peut pas se considérer comme un homme pour lui avoir fait faire ça. Elle est venue au travail ce matin en se plaignant de douleur de dos, c'est à cause de lui. Mais Agathe lui dit de ne pas s'énerver, elle va bien. Alors comme ça, elle n'a pas pu s'empêcher de laisser fuiter les infos quant à ses préparations. Elle continue et lui dit que ce sera juste pour aujourd'hui, qu'elle ne pourra pas travailler. Elle a si mal au rein. Qui lui donne 50 € pour qu'elle aille voir un médecin, compris? C'est elle qui a pris l'initiative de porter ses courses, il lui a rien demandé. Et pour qui il se prend à lui parler sur ce ton? Est-ce que cette pauvre merde se croit en mesure de l'intimider? Non, mais voilà, hein? Tu devrais pas te rapprocher de personnes comme ça, Agathe, ce type est une vraie ordure. Cependant, cette dernière ne reconnaît pas celui qui est amoureux d'elle. Il l'ignore à chaque fois qu'il la voit, et elle ne se rappelle plus de la dernière fois qu'il lui a envoyé un message. Au Grand Hôtel Moaka, Alexei reçut un message d'Agathe, laquelle lui dit qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a récemment commencé à faire des stocks de nourriture, il rénove son appart, est-ce qu'une guerre va se déclencher? Au fond, il se doutait bien que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'éveille des suspicions. Mais elle lui laissa un autre message. Il ne lui parle plus ces derniers temps, elle se sent seule. Eh ben, ça va rester en non-lu, ça. Sonia, tout juste sortie de la douche, devait déjà supporter l'aigreur d'Agathe de s'être pris un vent. Mais elle lui dit que ça fait déjà quelque temps qu'il agit bizarrement, ce n'est pas si étonnant qu'il l'ignore. Il se comporte comme s'il allait y avoir une pénurie de grande ampleur. Attends, est-ce qu'elle pense qu'une catastrophe va arriver, que lui seul en a entendu parler? Bien sûr que non. Si quelque chose comme ça allait se produire, tout le monde en parlerait sur Insta. Elles n'ont qu'à se faire belles et continuer comme elles ont fait jusque-là. Si elles se mettent à faire comme lui, tout le monde les prendra pour des folles. Oui, elle a raison. Une semaine plus tard, Alexei reçut son colis spécial grâce au contact dans l'armée de Pavel. Et il peut enfin commencer à aborder sa survie après le Global Freeze avec sérénité. Sonnant à sa porte d'hôtel, un livreur se présente à lui avec un colis. Ce sont là les médicaments qu'il a commandés à Anton. Il ne lui reste plus qu'une chose. D'ailleurs, mon brave, il aurait une commande à passer à la centrale de livraison. C'est bien plus conséquent qu'il ne peut l'imaginer. Est-ce qu'il pourrait l'aider? De quoi il aurait besoin? Simplement de l'aider à passer commande auprès de ses supérieurs. Aucun problème. Où est-ce qu'il veut être livré? Recevant un message au même moment de la forteresse rouge, ceci lui confirme que le bunker est prêt. Il peut passer le voir aujourd'hui même. Eh bien, voit-il, il était sur le point de rentrer chez lui à l'instant. Il va l'y amener pour voir comment organiser la livraison. Jetant des coups d'œil furtifs autour de lui, Alexei avait du mal à rester concentré sur ce que Pavel lui expliquait. Ce dernier lui dit qu'ils ont suivi à la lettre ce qu'il leur a demandé. Tout, des murs aux portes, en passant par le sol, le plafond et les fenêtres sont parfaitement impénétrables. Le système de ventilation est au standard militaire et peut filtrer n'importe quoi en assurant sa sécurité face à de potentielles attaques chimiques. Également, ils ont fait en sorte de mettre en place un système d'isolation utilisé sur la base militaire nationale en Antarctique. La cheminée elle-même est ce que l'on faisait de mieux avant l'avènement du chauffage au gaz, mais amélioré grâce aux technologies modernes. De plus, et comme il l'a demandé, l'excédent de chaleur sera converti en énergie électrique raccordée à tous ces appareils. Pour revenir sur les fenêtres, celles-ci résisteront à des explosions et à n'importe quelle balle. Il pourra observer l'extérieur en toute sécurité. Enfin, et pour qu'il puisse voir venir le moindre potentiel danger, ils ont truffé l'immeuble de caméras cachées. Il pourra suivre à la trace tout ce qui se passe en ces lieux. Les deux hommes se serrent la main. Alexei lui dit qu'il est ravi du travail qu'ils ont fait. C'est excellent. Tout le plaisir est pour eux, monsieur Rysenko. Il est ravi d'avoir pu travailler avec lui. Voici la facture. Et comme il lui a été bien sympathique, il lui a fait en sorte de lui échelonner les paiements sur 3 mois. C'est gentil de sa part. C'est une attention qu'il apprécie. Une fois Pavel parti, Alexei compte bien profiter de leur élan de générosité pour dépenser son argent ailleurs. Après le bois de chauffe un peu plus tôt, la dernière ressource est bel et bien arrivée. Des tonnes et des tonnes de bidons d'eau potable. Mais tout le voisinage commence à s'inquiéter quant aux manœuvres d'Alexei. Après avoir fait de son appartement une sorte de bunker rempli de nourriture, il fait désormais venir des camions remplis d'eau potable. Stanislas, chargé de la livraison, lui dit que ça va être bon pour eux. Mais pourquoi a-t-il besoin d'autant d'eau? S'il a un problème, qu'il n'hésite pas à lui dire. Au fond, à son grand regret, Alexei ne peut lui expliquer. Stanislas fut l'un des derniers bons gars qui restait une figure optimiste tout du long du cataclysme que provoqua le Global Freeze. Il n'a eu de cesse de donner des denrées aux plus démunis, tout ça pour se faire assassiner avant d'être dépouillé du peu de ressources qu'il n'avait pas encore donné. Murmurant à l'oreille de son bon patron, il explique à ce dernier que les experts climatologues sont convaincus que
que l'hiver va être extrêmement rude et potentiellement durer très longtemps. Il vaudrait mieux, à son avis, et c'est un conseil, qu'il se construise des réserves avant que les pénuries ne l'en empêchent. Stanislas lui demande si la source de l'info est vraiment fiable. Il ne se serait pas autant préparé si ce n'était pas le cas. Même s'il n'est pas convaincu, il aimerait qu'il se garde au moins des réserves d'eau minérale et de conserve. Parmi tous ses proches, il y a bien une personne qu'il n'aimerait pas voir souffrir de la faim et du froid, c'est bien Monsieur Levitsky. Celui-ci lui dit que s'il est aussi sûr qu'ils vont faire froid ou une glaciation, il va se préparer aussi. Mais l'un des employés de Stanislas Levitsky lui dit de ne surtout pas écouter les élucubrations d'Alexei. Mais pourquoi donc? Il lui fait confiance. Laissez tomber, il est taré. Alors que le patron est escorté loin du fou furieux de Carrefour, il hurle à ce dernier qu'il va faire comme il lui a dit. Mais enfin, de son côté, par son manque de discrétion, Alexei a bien laissé sous-entendre à tout le monde que l'enfer arrive. C'est à eux de le croire ou non. Ayant terminé ses préparations, il y en avait un qui comptait bien profiter de l'argent qu'il n'a pas eu à dépenser. Dévalisant des restaurants, puis des magasins, s'entraînant au maniement des armes, Alexei était ravi d'être revenu autant d'avance sur la catastrophe. Étant venu au boulot le dernier jour de travail avant ses congés, très long congé, il ne sera pas suspecté et inquiété immédiatement du vol des ressources des hangars. Mais bon, il va quand même assurer ses arrières en donnant des somnifères aux quelques employés et gardes de nuit présents. Ayant préparé des chocolats chauds pour toute l'équipe, il leur dit à tous qu'il a trouvé un plateau de boissons chaudes dans la cuisine. Ça doit être l'équipe du soir qui leur a préparé. Tous constatent que l'hiver commence et que les matins sont froids, c'est gentil de leur part. Y a pas à dire, cette petite attention faisait l'unanimité, mais tous étaient tombés dans les machinations d'Alexei. D'après la notice des somnifères, ils devraient tous dormir d'ici une demi-heure. Et comme prévu, tous les employés avaient rejoint le jardin de Morphée. Il a bien sagement désactivé tous les appareils de surveillance du hangar. Il ne lui reste plus qu'à tout récupérer pour sa survie. En quelques secondes à peine, toute une colonne de ressources avait été aspirée dans la dimension. C'est parfait. Le mieux dans tout ça, c'est qu'il peut sortir ce qu'il veut sur commande sans avoir à chercher là-bas quelque chose en particulier. Avec une telle efficacité, il va pouvoir vider l'ensemble des réserves de ce Carrefour en un rien de temps. Après une heure à courir à travers les rangées de vivres et autres vêtements, il ne restait qu'une petite palette. À la vue de l'inscription sur les cartons, ça doit être des vêtements. Oh, et pas n'importe quoi. Ce sont des tenues résistantes au froid. Avec ça, il pourra sortir affronter le blizzard si nécessaire. Il n'a officiellement plus aucune raison de s'inquiéter du Global Freeze. En une bonne heure à peine, l'entièreté du hangar avait été vidée. Il n'a aucune raison d'être suspecté par la police, n'est là pas un travail qui pourrait être accompli par une personne seule en aussi peu de temps. Quoique pour être absolument sûr de sa sécurité, il avale tout de même une demi-dose de somnifères. Il se doit d'évacuer tout soupçon et de faire comme s'il avait été empoisonné lui-même. De toute façon, ce drame disparaîtra dans les horreurs qu'engendrera la grande glaciation. Secouant Monsieur Risenko, les employés hurlent à ce superviseur de se réveiller. Ils ont un problème. Quoi? Leur entrepôt est entièrement vidé. Il y a plus rien, même ce qu'il a fait livrer lui. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On interpelle Monsieur le superviseur. C'est le dirigeant de la centrale russe. Alexei lui demande ce qu'il y a. Celui-ci lui répond qu'il a entendu qu'ils se sont fait voler tout l'entrepôt neuf. Est-ce qu'il a la moindre idée de ce qu'il s'est passé? Celui-ci lui répond que personne ici n'a la moindre idée de ce qui a pu se produire. Cependant, ils ont tous bu des chocolats chauds, visiblement préparés la veille au milieu de leur service, et ils sont tous endormis. Sauf erreur de sa part, ils ont été empoisonnés à coups de somnifères. Est-ce qu'il le prend pour un con? Ça ne peut être que lui qui a monté ce coup. Monsieur le directeur, sauf votre respect, il ne prie de ne pas l'accuser d'une telle chose. À l'arrière, tous les employés craignaient pour la survie de leur emploi. Monsieur le directeur, vous ne croyez quand même pas qu'il est responsable d'un coup comme ça en 2 heures de temps? Et puis il y a cette affaire de somnifères, toute son équipe peut témoigner. À son avis, ni lui, Monsieur Kariev, ni lui-même ne sont en mesure de prendre les responsabilités d'un tel crime. Il doit faire remonter le problème au groupe mère à Paris. Ce sont eux qui verront avec les autorités russes pour prendre les mesures appropriées. Le directeur Kariev lui dit qu'il a raison. Il va faire un rapport pour le siège social immédiatement. Une fois raccroché, Alexei se retourne vers ses collègues et leur explique qu'ils n'ont rien à craindre. Il tient à se montrer rassurant et leur explique que l'affaire va remonter. Ce sera très certainement la police qui viendra investiguer ici. Mais puisqu'aucun d'entre eux n'a quoi que ce soit à se reprocher, tout ira bien. Tous remercient en cœur leur superviseur. Grâce à lui, ils ont gardé leur emploi et lui doivent une fière chandelle. Ce n'est rien, et puis il est dans le même bateau qu'eux. D'ici peu, les forces de l'ordre mettront la main sur la taupe qui les empoisonnait et leur quotidien reviendra à la normale. Plus tard, au bureau des forces de l'ordre, le superviseur, Monsieur Alexei Risenko, est interrogé par la police. L'inspecteur le remercie pour sa coopération. Cependant, il y a toujours de nombreux points d'ombre dans cette affaire, notamment l'absence de témoins et ses affaires personnelles à lui quant aux rénovations de son appart. Mais puisqu'il est lui aussi victime, après avoir perdu une quantité énorme de ressources périssables, il ne devrait pas trop s'inquiéter. Le pire qu'il arrive à imaginer pour Monsieur Risenko serait de devoir témoigner une nouvelle fois. Cependant, le protocole veut qu'il ne quitte pas la ville. S'il enfreint cette règle, il sera recherché par la police et une fois attrapé, ils devront le garder chez eux. Aucun problème, il ne comptait pas quitter la ville. Marchant à travers les froides rues banlieusardes, un écran géant placardait le journal télévisé sur lequel l'affaire du grand casse du Carrefour faisait la une. En 2 heures, tout le hangar numéro 9 a été vidé sans qu'aucun témoin ne remarque quoi que ce soit. Aucune ressource n'a pour l'heure été retrouvée, les enquêtes continuent. Regardant son téléphone, Alexei ne peut que remarquer que le bon temps arrive à son terme. Plus que 2 jours avant le Global Freeze. L'air triste que dépeignait son visage se reflétait dans son écran en chœur avec la tombée des premiers flocons de neige. Partout autour de lui, les gens cherchent un endroit où s'abriter, se réchauffer. Dieu qu'il fait froid! Toutes ces plaintes, à moitié hâtives quant au prospect de voir enfin tomber la neige, résonnaient en lui. Pourquoi fallait-il que 48 heures seulement après une journée laisse entrevoir un si bel hiver, le Global Freeze ne prenne sa couronne et s'assied sur son trône? 48 heures.
C'est là l'espérance de vie du monde comme ils le connaissent. À l'heure qu'il est, Blue Stars a déjà dû imploser. Le jour venu, le globe baignait dans une incroyable lumière bleu-azur. À 2 h du matin, l'énergie résultante de l'implosion de la supernova parvint jusqu'à la Terre. Le Global Freeze et sa grande glaciation avaient enfin débuté. Et comme lors de sa précédente vie, c'est à Saint-Pétersbourg que l'enfer de glace ouvrit ses portes. Toute la ville allait peu à peu sombrer dans la paralysie du blizzard. Mais cela est aussi synonyme du glas de sa revanche. Mesdames, messieurs, Alexei Rysenko est prêt. Bien au chaud chez lui, Alexei jetait de furtifs regards à l'extérieur. Les souvenirs du Global Freeze lui revenaient un à un. Mais enfin, il est parfaitement prêt, ça ne sert à rien de reminiscer. Sur le groupe WhatsApp de l'immeuble, tout le monde n'en revient pas de telle température. Si certains sont inquiets pour leur travail, d'autres profitent d'être bloqués à l'instar d'Agathe. Peut-être que pour l'heure, beaucoup ont le sourire, mais ça n'est que le début. La neige va continuer pendant 3 mois et la température n'aura de cesse de chuter encore et encore. D'ici là, tous auront le temps d'apprendre à connaître le désespoir de la glaciation. Le lendemain matin, aux aurores, une femme s'énervait de ne pouvoir ouvrir la porte de son immeuble. Mais regardant à travers la fenêtre, elle est surprise par 1,30 m de neige. Dans l'un des appartements, un homme était glacé par le froid. Autant monter la température du climatiseur. Mais son épouse lui dit que tout ça c'est de sa faute. Il n'avait qu'à acheter une meilleure clim. Et puis, ça ne cesse de se refroidir. Elle n'a pas la moindre idée de combien de temps ce froid va rester. Et le comble, c'est qu'elle n'a pas eu le temps d'acheter le moindre vêtement pour cet hiver. Dormant à point fermé, Alexei est réveillé par les sonneries intempestives de son téléphone. Bordel, mais qui peut l'appeler aussitôt? Agathe? Eh oh, pourquoi t'appelles aussitôt? Ah, Alexei, elle est contente de l'entendre. Ouais, et donc? Eh bien, c'est que dehors, il fait vachement froid aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait été mis au courant d'une soudaine baisse des températures? C'est qu'il en a fait des préparations. Eh bien, l'un de ses amis proches le laissait sous-entendre qu'il prévoyait des chutes drastiques dans les centres météo, tant à Moscou qu'à Londres, Budapest et Paris. Si l'affaire aussi grosse pète, étonnant qu'il a stocké autant de ressources. Alexei, pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt? Elle est transie de froid. Ah ouais. Ah bon, ça doit être dur, hein. Bon, sur ce... Non, attends! Mais aussitôt dit, aussitôt raccroché. Mais Agathe se demande ce qui ne va pas avec lui. Comment ose-t-il lui raccrocher au nez? Cette pourriture. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'audace de le blâmer lui pour ça, après avoir gracieusement laissé autant d'indices. Bref, qu'importe. Autant aller prendre une petite douche et se prendre un petit déj. Débutant sa journée à gros coups de pinard et bavette sauce vin rouge, Alexei regardait, désinvolte, le journal télé. La présentatrice explique à ses auditeurs que le département météorologique a avoué être dépassé par la cause de cette soudaine vague de froid. Une enquête a été ouverte conjointement entre les instituts météorologiques d'Europe. Il est fortement déconseillé à quiconque de sortir tant que la situation n'est pas revenue à la normale. Également, les autorités invitent tout le monde à ne pas céder à la panique. Il n'y a aucun intérêt à faire des provisions excessives. Quiconque ira faire les courses aura une limite d'articles imposée. Le gouvernement prie également tout le monde de garder son calme. La situation est supposée temporaire. De ce qu'il peut voir, Alexei constate que le monde suit l'exacte même trajectoire que lors de sa vie précédente. Mais peu après, son téléphone s'est mis à vibrer. Agathe lui demande pourquoi elle a raccroché comme ça. Elle ne veut pas l'embêter, mais comme à cause de la neige, elle ne peut se faire de courses, et vu qu'il a beaucoup de réserves, pourrait-il lui en prêter un peu? Elle lui promet de le dédommager une fois la tempête passée. Cette pauvre fleur blanche n'est pas aussi idiote qu'elle en a l'air. Elle est très bien au courant que le prix des denrées alimentaires va exploser. Par contre, elle est croire que lui, aille lui donner quoi que ce soit. Tu rêves, ma belle. Prenant une photo de son obscène petit déjeuner, il compte bien lui faire comprendre qu'elle n'obtiendra strictement rien de lui. Et ce, encore moins en jouant la comédie. La photo sous les yeux, Agathe est ravie de voir que son petit Alexei a bien de quoi lui donner. Mais le message accompagnant la pièce jointe est des plus clairs. Comme il l'a dit, il est prêt à survivre à ce froid. Le steak était cuit ce matin même. Attends, mais c'est un wagyu japonais à 5. Et ce vin rouge, c'est un château Margaux des années 80. Importer ça de France, ça coûte un rein. Comment ose-t-il vivre dans un tel luxe alors qu'il est dans le même immeuble qu'elle? Négociant comme elle peut auprès d'Alexei, elle lui dit qu'elle aimerait bien boire un verre de vin elle aussi. Ouais, bah doit pouvoir s'en acheter, il y en a la petite supérette au coin de la rue. Commençant à s'énerver, elle s'apprête à lui envoyer un message incendiaire en lui disant qu'il pourrait agir comme un homme. Mais elle se retient d'envoyer ça. Au fond, elle n'a guère le droit de s'énerver pour quelque chose aussi trivial. Jetant son téléphone sur le sofa, il y en a bien qui a presque perdu des neurones en gaspillant son temps avec l'eau de saleté. Mais alors qu'il repartait pour dévorer son steak, c'est la tablette de contrôle des fortifications de la forteresse rouge qui interpelle Alexei. Les yeux rivés sur l'iPad, il semble qu'il va assister à un grandiose spectacle. Il avait sous les yeux la vieille peau qui lui avait brisé les burnes la dernière fois. Elle dit à tous les résidents de l'immeuble qu'ils ne doivent pas aller dévaliser les magasins. Les experts sont confiants quant au fait que ça ne durera pas plus de 2-3 jours. Également, le syndicat des copropriétés va s'organiser pour que tout le monde puisse passer 72 heures sans problème. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils n'ont pas la moindre idée de quand ce blizzard va passer et elle compte les empêcher d'aller se préparer. Ouais, plus ils attendent et plus les prix vont monter. Ne cédant à la pression, la représentante du syndic leur demande à tous s'ils comprennent bien qu'agir ainsi est justement ce qui fera imploser les prix. Si elle découvre que quiconque de son immeuble est allé faire la moindre provision, elle fera un rapport aux autorités. Eh ben, il y en a une, si on est en 40, il l'aurait balancé dans la Seine. Alexei était entré en scène. Madame Lugova,
Est-ce qu'elle a la moindre idée de ce qu'il se passe réellement? Si ça continue et que plus personne n'a de quoi manger, qui supportera le blâme autre qu'elle? Ouais, monsieur Risenko a raison. Ils vont faire quoi eux si Blizzard continue, hein? Et qu'elle n'aille pas leur raconter que le syndicat a des stocks de nourriture, hein? Non, qu'ils ne s'inquiètent pas. Elle a entendu sur CNews que ça durait pas longtemps. Et puis, y a pas de pénurie pour une situation si triviale. Mais au fond, elle ne supporte pas ce salopard d'Alexei. Comment peut-il oser lui faire ça devant tant de monde? Et qu'essayez-vous de faire, monsieur Risenko? Elle le prie de ne pas inciter tant de monde à céder à la panique. Ce qu'il fait transgresse autant la loi que les bases du respect et du bon sens. Oh, voyez-vous ça? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, il va se retirer. Bon courage à tous. Il ne peut se risquer à être sermonné pour un crime aussi grave. Il va les rassurer, mais personne n'aura à s'inquiéter de lui. Vu la température à l'extérieur, il compte bien rester terré dans son appartement. La vieille Lugova ne supporte pas l'arrogance de ce foutu Alexei. Elle doit trouver un moyen de le coincer dans une cave ou quoi que ce soit pour lui faire passer l'idée de se prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas. Quelques jours plus tard, le Global Freeze a eu le temps de continuer son œuvre, mais loin de s'inquiéter, Alexei jouait à la play avant de s'ouvrir un paquet de chips. Faisant tranquillou ses daily sur Genshin, il constate que c'est bien la première fois qu'il peut vivre dans une telle opulence. À vrai dire, il vit bien mieux qu'avant la catastrophe. Mais interpellé par un message qu'il vient de recevoir, il se demande de qui il peut s'agir. Dans le groupe de l'unité d'appartement 25, celle d'Alexei, celui-ci constate que la vieille Lugova l'a mentionné spécialement pour venir en aide à déblayer la neige à l'entrée. Bah tiens, la voilà qui demande spécifiquement à lui d'aider. Elle traîne pas pour prendre sa revanche, la vieille peau. Depuis le temps, tout le rez-de-chaussée doit être sous la neige, et celle-ci va continuer de tomber pendant encore 3 mois. Personne ne peut pelleter plus vite qu'elle ne tombe, ça tout le monde a dû le remarquer. Il répond à la vieille qui s'occupe de son petit-fils qu'il fait bien trop froid dehors, il n'aimerait pas choper un rhume. Elle va devoir attendre que la neige ait fini de tomber pour le voir pelleter. Dans le même temps, d'autres habitants s'activèrent dans le groupe. Il fait déjà moins de 30 dehors, il veut faire un malaise s'il sort dehors comme ça. Un autre résident leur dit à tous qu'ils ne sont pas en Sibérie, ils ont pas le matériel adapté pour s'occuper eux-mêmes du déblayage de la neige. Bon sang, personne n'a osé dire quoi que ce soit avant que ce foutu Risenko n'ouvre la bouche. Lugova leur demande à tous pourquoi ils se comportent comme ça. Dégager la neige n'est pas réservé à elle, c'est une tâche collective. Les jeunes hommes de l'immeuble devraient prendre l'initiative au lieu de se dérober face à leurs responsabilités. Elle ordonne à Alexei au nom du syndicat d'aller tout de suite au travail. Il a bien dû comprendre au même titre que tous les habitants de l'immeuble que l'heure est critique et ils ont besoin de ses efforts. Surtout, elle assure que quiconque s'y oppose sera sévèrement puni une fois le gel terminé. Elle passe son temps à se reposer sur ses soi-disant pouvoirs en tant que représentante du syndic. La vieille truie ne sait que mandater les autres à faire le sale boulot et tout le monde dans le groupe n'ose rien dire. Ils attendent qu'il s'énerve lui pour plier et se faire bien voir. Cependant, il ne va pas se priver de brusquer un peu l'autre vieille. Puisque c'est pour le bien commun, ne serait-ce pas au syndic de s'occuper de déblayer? Ils sont bien assez nombreux et lui, de toute manière, n'est pas syndiqué. Alors, pourrait-elle lui expliquer pourquoi sont des personnes comme lui qui ne sont pas concernées qui sont harcelées? Et puis quand faut crier au socialisme, il y a du monde, mais quand faut sortir les deux doigts du fion, tout de suite, il y a plus personne. Madame Lugova voyait son plan se retourner contre elle alors que tous les locataires de l'immeuble s'insurgeaient contre ses ordres. Alexei va se targuer d'un dernier coup de pied dans la fourmilière. Maxime Vassiliev, en surface dans le BTP, mais en réalité un mafieux notoire, lequel habite au 6e étage. Il dispose ni plus ni moins d'une centaine de personnes sous ses ordres partout à Saint-Pétersbourg. Et puis n'oublions pas qu'au 8e, il y a Nikita Angelov, le fils très aisé d'une puissante famille de manias russes, laquelle a des connexions avec le gouvernement. Tapant sur son téléphone, Alexei invite la vieille Lugova à leur ordonner à eux d'y aller si elle est vraiment aussi puissante qu'elle le laisse entendre. Dans son ancienne vie, celui qui a défoncé la porte de son appartement est l'autre déchet de Vassiliev, là où Nikita était le premier à le charcuter. À l'exception de 2 ou 3 voisins, ils se sont tous nourris de ses restes. Cependant, ces deux types le débectent autant l'un que l'autre et il va se faire le plaisir d'assister à leur chute depuis son trône. Se levant de frustration, Madame Lugova se doit d'admettre que vu ce que salopard de Risenko a dit, il lui déclare la guerre. Cependant, si elle ne riposte pas vite, tout le monde va se détacher de son autorité. Au 6e, Maxime Vassiliev reçut une notification qui avait le don de l'agacer. Qui est-ce qui l'emmerde par ce temps? La vieille du syndic l'avait mentionné lui et le fils Angelov pour aller déblayer avec le reste de la communauté. Mais elle se prend pour qui l'autre vieille? Elle voit pas qu'il neige comme pas possible. Faut te mettre sous risperdal, putain de folle dingue. Nikita envoya lui aussi un message vocal sur le groupe de l'immeuble. Il lui dit ni plus ni moins que ça lui en touche une sans bouger l'autre. Si elle veut tant que ça aller déblayer la neige, elle peut s'en occuper elle-même. Profitant de son bon temps avec une belle femme, il n'en revient pas de voir une pauvre comme elle essayer de profiter d'un pouvoir qu'elle n'a pas. Lui a l'argent, le pouvoir et les connexions. Il ne vit pas dans le même monde que ses pouilleux. Prenant une petite photo pour accompagner son deuxième message vocal pour le groupe WhatsApp, il ordonne à la vieille Lugova et aux autres prolos de la résidence de se dépêcher d'aller pelleter. Il daignera peut-être leur filer une pièce. La représentante du syndic s'offusque plus que jamais devant une telle provocation. Tout ça, c'est la faute de cette enflure de Risenko. Mais celui-ci était bien loin de la frustration de la collectivité. Se préparant tranquillement à manger, il regardait la grognasse s'énerver à son encontre face à son refus de participer au soi-disant travail commun. Mais ceci ne cessait de prendre d'assaut le groupe collectif. Est-ce qu'il veut que tout le monde se retrouve bloqué sans pouvoir sortir de chez eux? Prenant le téléphone, il lui dit, l'air narquois, qu'elle essaye de se donner de l'importance sans s'octroyer une autorité qu'elle n'a pas. Il se doute qu'elle a quelque chose à compenser, il suffit de voir ses joues plus gonflées qu'un écureuil, mais il est pas sûr qu'elle ait vu beaucoup de glands. Il va se montrer généreux et lui donner un conseil.
qu'elle arrête de lui chercher des noises. Elle ne sait pas à qui elle s'affronte. Encore une provocation de sa part et il n'hésitera pas à l'enterrer et laisser bourler 6 pieds sous neige. Aussi agacée qu'effrayée que frigorifiée, Madame Lugova sait qu'elle aura son moment. Elle lui fera payer ses provocations. Mais à peine le téléphone reposé que l'on frappe à la porte d'Alexei. Oh, Risenko, ramène-toi tout de suite. De quel droit ose-t-il se servir de son nom dans le groupe? Il ne compte pas laisser passer son arrogance impunément. S'il ne sort pas, il va défoncer sa porte et lui faire comprendre qui dirige ici. Alors que les coups continuent, Alexei se dirigea vers l'entrée. Une fois son arbalète sortie d'un placard, il ouvrit le carreau de sa porte lui permettant de tirer. Là où Vassiliev essayait tant bien que mal de démolir la porte, Alexei va lui faire comprendre qui domine en ces lieux. Il n'y a pas lieu de buter ce bâtard aussitôt. Ce serait aussi ennuyant qu'ennuyeux s'il mourait aussi vite. Ah, trouillard de mes deux, t'ouvres! Une fois rentré, c'est un homme mort! Mais la flèche partie vint transpercer le mollet du mafieux. Tombé au sol, Maxime hurlait de douleur. Mais regardant à travers le judas de la porte, Alexei se délectait autant de ce spectacle que de ses compétences de tir. Avec la paralysie du pays par l'avènement du Global Freeze, il est condamné à perdre une jambe. Il lui souhaite bien du courage pour se trouver un médecin. C'est comme ça qu'il les tuera tous. Jusqu'au bout, il sera un poison pour eux. Il les gangrènera un par un et plus le temps avancera, plus la peste noire qui s'abattit sur eux gagnera du chemin. Arrivera le moment où tous finiront par comprendre que seule la mort les attend. C'est un réfugié dans l'ascenseur, Maxime est sidéré de ce qu'il vient de se passer. Salaud Risenko lui a vraiment tiré dessus. De retour à son étage, il sait pertinemment qu'il doit se trouver quelqu'un pour traiter sa jambe. D'ici une demi-heure, la pleure a gelé, il sera bon pour l'amputation. Mais numéro après numéro, personne ne lui répondait. Le pire, c'est que jamais une ambulance ne viendra par ce temps. Il ne peut pas attendre. Il va devoir s'opérer lui-même. Le peu de matériel à sa disposition sorti, Vassiliev commence à l'opération. La plaie ayant déjà commencé à geler, il a au moins la chance de ne pas voir trop mal. Une fois la flèche sortie et un bandage mis, il s'éjure de buter ce fils de truie de Risenko. Sur le groupe commun, il mentionne Alexei et lui jure qu'il ne verra jamais l'aube après le blizzard. Mais Alexei lui demande pour qui il se prend. S'il revient, il lui massacrera l'autre jambe. Autant la vieille Lugova Kagat n'en revenait pas de ce qu'elle pouvait lire. Alexei serait allé jusqu'à blesser Maxime. Au téléphone, on demande au patron quels sont ses ordres. Que toute la couronne de Saint-Pétersbourg se mobilise. Ils ont une cible à éliminer. Au 6e étage de l'unité 25, dans l'appartement et bureau de Maxime Vassiliev, une partie du gang de ce dernier se mobilisa, armé de ce qu'il put retrouver. Ces hommes refusent de croire que quelqu'un ait osé s'en prendre à leur patron. Ce dernier leur dit que ce n'est pas grave. Du moment qu'il le bute, ça ira. Cet enfoiré habite l'appartement 2401. Qu'il fasse attention, Alexei Risenko est un fourbe doublé d'un couard. Il essaiera de les attaquer sournoisement d'une manière ou d'une autre. Peu de temps après, à l'entrée de l'appartement, l'ensemble des malfrats s'était mobilisé pour venger leur boss. Il a osé s'en prendre au patron, il va en payer le prix. Lâche-lui de hachoir dans la porte, il lui hurle qu'ils ont bravé le blizzarding pour lui. Ils ne partiront pas sans l'avoir décapité. Cependant, l'impact sur la porte fit éclater la lame, laquelle va se planter dans le mur d'en face à quelques centimètres à peine de la sale gueule de la racaille. Attends, mais elle est faite en quoi cette porte? Ça sonne comme du métal et du béton en même temps. Comment ils sont censés détruire ça? Cependant, à l'intérieur, Alexei restait calme face au tambourinement sur sa porte. La seule chose qui pourrait l'ennuyer, à la limite, ce serait le bruit et un corps. Cependant, et après l'avoir fait mourir à 99% sur Bloodbath, chose qui l'irrite un petit peu, que je peux définitivement comprendre, il compte bien leur régler leur compte. Cela dit, grâce aux caméras et à leur micro, il pouvait même se délecter des insanités que les gangsters profèrent à son encontre. Mais enfin, alors qu'il branche un tuyau à son robinet d'eau courante, il va gentiment les aider à calmer leur surplus d'énergie. N'empêche, sa générosité n'a pas de limite pour faire ça gratuitement. Mais le voisinage doit en avoir marre de les entendre brailler. Et Alexei, se sentant pris d'un élan de générosité, va aider la racaille à se calmer. Alors qu'il passe le tuyau à travers la fente, l'un des malfrats lui dit qu'ils sont venus préparer. Le même tour de passe-passe ne marchera pas 2 fois. Cependant, il n'est pas surpris par un carreau d'arbalète, mais par un jet d'eau froide. Tous étaient en train de se geler sur place. Le froid est tel que l'eau glacée à peine sortie. Initialement, il compte utiliser l'arbalète pour s'amuser avec ses branquignoles, mais autant faire des économies de flèches. Et une fois de retour au domicile de Vassiliev, celui-ci leur demande ce qu'ils ont. Ils se sont bien débarrassés de Risenko comme il leur a ordonné. Oh, ils vont lui répondre. Tous les pourris lui disent que c'est Alexei est une vraie ordure. Ils ont essayé de péter la porte pendant une après-midi. Tout ce qu'il a fait, c'est les arroser d'eau froide. Enragé, Maxime a bien compris que cette porte est toute sauf ordinaire. Qu'importe. Même s'il a fortifié son appartement, ils en trouveront les failles. Jamais ce type ne pourrait éternellement rester cloîtré chez lui. Qu'il garde les lieux à la moindre ouverture qu'il le bute. Ouais, monsieur Vassiliev a raison. Ils vont faire un steak tartare de ce type. À l'entrée du complexe 25, Stanislas est tant bien que mal de pelleter avec des employés et voisins, mais tous arrivent à la conclusion que c'est impossible sans chasse-neige. Ils ont à peine réussi à vider la cour, mais la neige tombe plus vite qu'ils arrivent à se frayer un chemin. Stanislas est bien forcé d'arriver à la même conclusion qu'eux. Ils n'ont qu'à rentrer au chaud, ça ne sert à rien de continuer. Alexei, dégustant tranquillou une brioche sur son balcon, n'est pas surpris de les voir abandonnés. C'est mission impossible de vouloir lutter contre le Global Freeze. Mais enfin, tout le monde commence à s'en rendre compte. Au journal télévisé, la présentatrice explique que le gouvernement
est en train de chercher une stratégie pour lutter contre cette inexplicable vague de froid. Pour ce qui est du bilan, les experts estiment que déjà 200 millions de personnes dans le monde sont dans une situation critique avec déjà plusieurs dizaines de millions de décès. L'ONU invite tout le monde à garder son calme et à continuer d'avoir foi en les autorités compétentes. Même si l'ampleur du désastre rentre peu à peu dans l'esprit des gens, le bon sens ne suffit pas à lui-même pour appréhender la catastrophe. Sur le groupe de l'immeuble, Hugo invite tout le monde à garder confiance. La Russie a été la première nation à être impactée, et pourtant ils ont encore de l'électricité. De plus, ceux qui disposent de beaucoup de ressources alimentaires peuvent aider les plus démunis. Et puis tout le monde sait très bien que ce froid n'est pas éternel, pas la peine de faire des provisions démesurées. Au même moment, Alexei reçoit un message d'Agathe, laquelle lui demande s'il va bien. Tiens, elle doit se demander s'il est encore en vie. Alexei lui répond avec un smiley qui... Agathe lui dit qu'elle est soulagée. Par contre, ni elle ni Sonia n'ont quoi que ce soit à manger. Est-ce qu'il pourrait lui apporter quelque chose? Elle l'invitera à manger une fois que tout sera terminé. Haha. Ça ne lui aura pas pris longtemps pour révéler ses véritables intentions. Elle et Sonia l'ont bien vu faire des courses il y a 2 mois. Elles auraient dû penser à se prendre quelque chose pour elle. Il lui répond qu'il n'a pas besoin d'être invité. Il se nourrit très bien de lui-même. Il va sans dire que la photo d'un homard avait le don d'énerver les 2 femmes. Initialement, Agathe avait prévu de le garder dans son cercle de chiens comme roue de secours, mais en l'état, il est dans une position bien meilleure que la leur. Sonia lui répond que ce genre de type sans une once de vertu mérite de pourrir seul jusqu'à la fin des temps. C'est à son tour d'essayer de faire bouger les choses, et voilà qu'elle demande à Alexei s'il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. À force de faire le malin, il a fait pleurer Agathe. Alors comme ça, on vient lui faire la morale. Mais il n'est pas assez idiot pour tomber dans le panneau, et lui répond que ce n'est pas comme s'il y avait la sainte d'un côté et le démon de l'autre. Elle lui répond que c'est idiot de penser comme il le fait. Il n'a qu'à se priver sur 2 ou 3 repas et il aura Agathe pour lui seul. S'il ne veut rien lui donner, c'est elle qui va commencer à douter de son amour pour son ami. Eh ben, la fleur blanche est la 3e roue du carrosse. Leur combinaison d'en dépouiller des débiles. Alexei se contente d'une réponse des plus concises. Oh, c'est quoi cette attitude? Elle lui a écrit un pavé digne d'une description de Balzac qui lui lâche un vieux. Oh, il est con ou il le fait exprès? Agathe, écoutant placidement Sonia râler, se fait désormais harceler par celle-ci. Ce type, Alexei, c'est un vrai pourri. Elle l'invite à l'aider elle pour faire plaisir à son amoureuse et il se fout de sa gueule. Hein? Elle est qui? Connais pas. Qu'elle ne prononce plus jamais son nom. Peut-être que ça ne marchera pas avec lui, mais elle a bien d'autres toutous qui lui collent au basque, non? Allô, Vadim? Oui, elle est désolée de l'embêter, mais elle aurait une petite faveur à lui demander. Quelques instants plus tard, voilà que le simp professionnel fit office de livreur Uber. Il leur a ramené des produits discount de la réserve du Carrefour, mais il a pris les meilleurs et les plus chers. Vadim, elle ne sait pas comment le remercier. Merci du fond du cœur. Il est si gentil avec elle. Refermant la porte au nez du guignol, Sonia regardait d'un air complice sa camarade dans le crime. Reprenant un air froid et attendant que Vadim soit parti, Agathe ne lui laissera jamais sa chance. Il peut rêver. 3 jours plus tard, Alexei était presque le spectacle ne débute réellement. Soudainement, le courant se coupa dans l'ensemble de l'unité 25 et du quartier en général. Partout dans l'immeuble, tout le monde se demande ce qu'il se passe. Tous étaient sortis dans les couloirs pour voir si quelqu'un a du courant. Non, et pire encore, ils n'ont plus d'eau courante. Elle ne peut plus utiliser de lait en poudre pour son bébé. Celui-ci, bien malheureux, ne cessait de pleurer. Un voisin constate que de toute manière, la météo est aussi extrême que ça ne sert à rien de rêver. Personne ne leur viendra en aide. Tous se demandent pourquoi les pouvoirs publics ne font rien. Ils vont mourir de froid, ça continue. Il fait déjà moins 30 à l'intérieur. L'isolation ne garde pas un pet de chaleur et à cause de la neige, ils ne peuvent pas quitter les lieux. À son domicile, Alexei lui aussi n'avait plus de courant. Et malgré les morbides inquiétudes de ses voisins, il sait que paniquer ne sert à rien. Et ce, à vrai dire, au même titre qu'attendre l'aide du Kremlin. Cependant, lui s'est préparé. Activant les générateurs que la forteresse rouge a installés dans son appartement, seul lui est rayonné dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Madame Lugova, enlacée dans une couverture avec son petit-fils, mais tremblante de froid, était pourtant persuadée que la crise serait bientôt terminée. Dans le groupe WhatsApp du quartier, l'on commence à parler d'un blizzard global qui aurait presque saisi l'entièreté du globe. Cependant, s'il y a bien une idée prédominante, c'est qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre. De ce qu'elle peut lire, elle doit se trouver des ressources impérativement, et ce avant que l'information de la glaciation totale ne fuite. Le petit Grigori demande à mamie Irène si papa et maman vont bientôt revenir. Oui, qu'il ne s'inquiète pas. La situation ne va pas durer, c'est momentané. Mais au fond, elle sait très bien que si elle n'agit pas rapidement, elle ne pourra pas maintenir cette façade très longtemps encore. Envoyant un nouveau message sur le groupe de l'unité 25, elle explique à tout le monde que le froid sera bientôt de l'histoire ancienne. Les autorités ont mandaté des experts pour amener l'électricité et l'eau courante. En attendant, les différents syndicats de copro du quartier ont lancé une manœuvre de mise en commun des ressources conjointe avec les forces de l'ordre. Quiconque refuse de participer fera face à la police. Sonia demande à Agathe si la situation est réellement aussi critique que ça dehors. Mais cette dernière n'en est pas moins dubitative. De son côté, Nikita n'y croit mot et est ennuyé de l'avoir joué au petit dictateur. Dans l'appartement de Maxime, tous les gangs vacillaient à se geler aux côtés de leur patron. Cependant, celui-ci était plus qu'agacé par l'autre vieille peau qui confond plumes et flèches. Elle ne sert à rien et elle continue à emmerder tout le monde. L'un de ses sous-fifres l'interpelle et lui demande combien de temps ça va durer encore. Ils n'ont pas de médicaments pour faire baisser la fièvre alors. Ça, c'est parce qu'ils ne servent à rien. Pas capable de donner une leçon à l'autre Lysenko, si bien que c'est eux qui l'ont reçu la leçon. Mais celui-ci continue de profiter de ses vacances et après une bonne campagne Call of, son téléphone se mit à sonner. Dans le groupe, c'est encore la vieille peau qui leur fait le même récit. Puisque le blizzard a eu un profond impact sur leur communauté et sur la vie de
tout le monde et leur informe qu'à son plus grand regret, la situation va durer encore quelques temps. Une note du gouvernement est parvenue aux syndics, lesquels ont été mandatés pour mettre en commun les ressources de tout le monde pour effectuer un partage. C'est le même petit tour que dans son ancienne vie. Et vu que personne n'a mordu à l'hameçon, c'est Bibi qui est cible. Ça pour une surprise. Elle demande à Alexei que puisqu'il travaille en tant que superviseur dans un entrepôt Carrefour, il doit bien avoir beaucoup de denrées chez lui. Elle se rappelle l'avoir vu faire beaucoup de courses récemment. Puisque tout le monde souffre, il est l'heure pour lui d'intervenir. Mais qu'il ne s'inquiète pas, une fois la catastrophe passée, toute la communauté saura le dédommager. Dans sa vie précédente, il a mordu à l'hameçon. Il a donné, généreusement en plus. Et à la fin, il s'est bien fait fourrer. Appuyant sur le bouton d'enregistrement vocal, il lui dit qu'elle prend la bonne initiative. Une fois qu'elle aura fini sa petite récolte, qu'elle n'oublie pas de lui donner sa part. Il fait faim par ici. Au fond, il se rappelle très bien de ce que fut sa vie précédente après l'arrivée du Global Freeze. Tous ces pourris sont la raison derrière sa mort et il peut le jurer, mais il utilisera chacune des secondes de son temps pour les emmerder. À peine le message reçu qu'Irène Lugova s'exclame: cet enfoiré Drisenko lui ment, elle le sait. Il a fait des courses comme un fou le mois dernier et en plus il a des discounts grâce à son travail. Mais reprenant son calme, elle sait qu'elle ne peut s'énerver à tout va, autant pour le bien de Grigory que pour ne pas complètement s'aliéner Alexei. Si elle peut retourner la situation, ils obtiendront assez de ressources pour tenir au moins une semaine. Répondant à celui-ci, elle lui dit que c'est tout de même peu probable que quelqu'un avec sa position dans une grande chaîne de distribution n'ait déjà plus rien chez lui. Et puis, c'est un ordre du gouvernement, il doit obéir. S'il ne fait ne serait-ce qu'une petite contribution, tout le monde saura se rappeler de ses bonnes actions. Au moins qu'il fasse le premier pas vers elle, elle saura lui rendre sa générosité. Non, mais elle aura beau ne pas le croire, il n'y a vraiment plus rien chez lui. Et puis, si les syndiqués n'ont déjà plus rien à manger, c'est mal barré. D'ailleurs, ne serait-ce pas plutôt aux figures de pouvoir de donner l'exemple? Elle pourrait au moins lui donner quelques paquets de nuits instantanées en guise de bonne foi. Alexei! Comment peut-il oser lui désobéir? Elle représente l'association de syndicats. Une fois ce cauchemar fini, il verra ce qu'il attendra. Oui, c'est ça, par là mon cul. Représenter la sauce, elle n'est ni politicienne ni des forces de l'ordre. Se croire puissante est amusant 5 minutes, mais si elle s'y croit vraiment, pourquoi elle n'irait pas mobiliser du monde pour enfoncer la porte de son appart? Il les y attend. Ça, c'est la provocation de trop. Raccrochant l'appel, Irène balance son téléphone contre le mur en insultant copieusement l'autre salaud qui la prend pour une personne lambda. Mais le hic, c'est qu'elle fait vraiment face à un problème sans solution. Si elle fait appel au résident de l'immeuble et qu'au lieu de l'aider, tout le monde se met à suivre son exemple, ce serait une vraie catastrophe. Le plus urgent pour l'instant est de tromper le plus de résidents possible. Au milieu de la glaciale nuit, il y avait tout de même quelques appartements éclairés, mais c'est sans doute chez Alexei que l'on vit le plus confortablement. Mais alors que celui-ci déguste de modestes nouilles, il ne peut que constater qu'il existe des personnes assez idiotes pour donner des ressources à l'autre folle dingue. Les stocks d'une personne normale ne leur permettraient guère de tenir bien plus longtemps qu'une semaine ou deux. Et pourtant, ils sont complètement tombés dans le panneau. C'est pas de son fait à lui. Le monde extérieur a sombré dans le chaos. On ne peut survivre qu'avec de solides réserves. Sans ça, ils ne font qu'attendre que la mort vienne. Le gros poids de sable commence à sombrer dans le chaos alors que tout le monde se met à attaquer la vieille Lugova et son partage de ressources. Ils ont donné, maintenant ils veulent recevoir. Mais celle-ci rigolait bien de ces idiots. Toutes ces ressources sont siennes désormais. Elle a travaillé dur pour manipuler tout son beau monde. Elle ne les leur rendra jamais. Mais après les notifications, Grigory lui fait remarquer qu'elle a un appel. Tiens, ces idiots auraient-ils enfin compris? Mais celle-ci est plus que surprise de découvrir la voix de Maxime Vassiliev. Le mafieux prend la parole et la félicite d'avoir réussi à fourrer autant de personnes. Mais avant de commettre la moindre bourde, elle lui dit qu'elle n'a rien fait de la sorte. Elle stocke pour l'avenir, c'est son devoir en tant que représentant du syndic. That's a really good one. Bref, il manque de ressources chez eux. Elle sait ce qu'elle a à faire, non? Mais attendez, elle doit encore tout organiser avant de pouvoir donner. Oh, vieille peau! A-t-elle la moindre idée de la situation dans laquelle elle est? Qu'elle obéisse bien sagement, sans quoi lui et ses gars viendront directement chez le producteur. À peine la menace lancée que quelques minutes plus tard, ils allaient défoncer la porte d'Irène. Celle-ci leur hurle que ce qu'il faut est illégal. Mais lâchant une belle tartasse dans sa grande gueule, Maxime le rétorque qu'il venge ce qu'elle a manipulé et dépouillé. De son côté, Alexei se délectait tranquillement de cette avant-bouche de l'enfer que va réellement devenir Saint-Pétersbourg. Attends, mais il n'a qu'à envoyer cette vidéo au groupe. Leur réaction va être spectaculaire. Après avoir tabassé Irène, celle-ci gisait à moitié morte devant le gang Vassiliev. Le boss ordonne à ses hommes de chercher la bouffe, qu'ils ne lui laissent rien. Mais celle-ci s'accroche à la chambre gauche de Maxime et lui dit de lui laisser de quoi nourrir son petit-fils. C'est pas ses affaires, fous le camp. Mais elle l'en supplie. Oh, casse-toi! Irène gise inconsciente devant Grigory, terrorisée par ce qu'il venait de voir. Celui-ci armé d'un couteau larue qui va les tuer. Plantant le couteau en plein dans le fion de l'un des gangsters, celui-ci hurle de douleur alors qu'un deuxième trou de balle venait de faire son apparition. Il veut finir comme la vieille. Il va lui faire comprendre qui détient l'autorité ici. Le gosse fut proche j'étais contre le mur avant de retomber assommé au sol. L'une des racailles complimente son acolyte pour ses compétences en lucarne. Quand la glaciation sera passée, il devrait présenter sa candidature au Zénith. Ils auront besoin de buteurs là-bas. Non, mais il s'est fait les croiser, plus jeune. Il aurait fait carrière sinon, tu connais. À peine consciente, Irène allait au chevet de son petit-fils. Comment ont-ils pu faire ça? Vous le méritez, bande de merde.
C'est le prix à payer pour avoir pris le voisinage pour des cons. Du côté d'Alexei, l'envoi de la vidéo dans le groupe avait eu l'effet escompté. Les résidents de l'unité 25 étaient tous du côté de Vassiliev et avaient ainsi commencé leur bascule dans la violence. C'est bien joli de penser comme ça, mais personne n'a réalisé le problème principal. Tous s'étaient mis à idolâtrer Maxime Vassiliev et ses hommes. Ils sont trop aveuglés par leur souffrance pour comprendre qu'un premier pas a été franchi. Avec la violation du domicile de la vieille Lugova, ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils ne s'en prennent aux autres résidents de l'immeuble. Pas son problème. Mais un nouveau message arriva dans le canal général. Irène demande en urgence si quelqu'un a des médicaments hémostatiques, anti-choc et des antibiotiques. Mais fit son apparition une figure bien discrète de la résidence. Le docteur Luka Veidor. Luka Veidor. Alors comme ça, elle voudrait opérer le petit Grigori. Celle-ci écrit sur le groupe qu'elle a aidé Irène à stopper l'hémorragie. Mais si quelqu'un dispose de médicaments pour Grigori, elle l'en remercierait infiniment. Alexei se souvient bien d'elle. Tout du long du Global Free jusqu'à sa mort, elle fut l'une des rares bonnes personnes de Saint-Pétersbourg. Elle est toujours venue en aide à quiconque était dans le besoin. Si sa mémoire est bonne, elle travaille à l'hôpital central. Alors que ça insiste toujours dans le chat, c'est Maxime qui se rappelle à elle en se foutant gentiment de sa gueule. La voilà qui, après avoir arnaqué tout le monde, demande de l'aide, si c'est pas ironique. Et forcément, juste en dessous, l'un des résidents lui dit que peut-être Mademoiselle Luka fait preuve de bonté à l'égard de son petit-fils. Mais elle peut aller se faire foutre pour obtenir quoi que ce soit d'eux après les avoir arnaqués. Sauver est une preuve de vertu, ne pas sauver est un choix. Elle essaye de profiter d'eux en usant de leur bonne morale, mais ça ne marchera pas deux fois. Alexei constate qu'une personne en général très solitaire et éloignée de la vie de la communauté a fait l'effort de prendre la parole dans le groupe. Il n'y a pas à dire, Luka est un don du ciel. Mais qu'est-ce qu'il adviendra de son enfant si sa vie est sauve? La neige ne cessera pas de tomber, et c'est de la faim qu'il souffrira d'ici peu. Au premier étage, l'on n'en revient pas de voir qu'ils seront bientôt sous la neige. À l'intérieur du domicile, on crie à la catastrophe. Les news ont dit que c'est un désastre qui n'arrive que toutes les centaines de milliers d'années. Mais que se passe-t-il à la fin? Cela ne fait qu'une semaine sous le règne de glace du Global Freeze, et déjà des centaines de parties du globe sont sous les moins 100 degrés Celsius. La neige n'a eu de cesse de continuer, et au lieu de ralentir comme l'humanité pouvait l'espérer, ce ne fit que d'aller de mal en pis. Des villes entières ont fini sous la neige, piégeant ceux qui firent le choix de rester, comme ceux qui prirent la fuite. Dans le groupe WhatsApp, on pouvait ressentir l'ampleur de l'horreur. Irène essayait comme d'habitude de jouer de sa pseudo-autorité. Plusieurs fois, avant d'avoir recours à la pitié pour que l'on puisse nourrir son petit-fils. L'une des résidentes lui proposa 1 millier d'euros contre une boîte de nouilles instantanée. Mais réalisant l'opportunité, c'est Nikita qui intervint à cette proposition en offrant 2000 euros pour chaque boîte qu'on lui vendra. Les choses deviennent intéressantes. Certains se faisaient des idées devant ces derniers messages, mais d'autres, plus rationnels, craignaient depuis longtemps cette montée des prix. Enfin, les moins terre-à-terre de tous rigolent de ceux qui s'imaginent que c'est la fin du monde. À croire qu'il y a une invasion de zombies. L'hiver est juste venu plus tôt, ni plus ni moins. Dégustant une cuisse de poulet, Alexei se rit de ceux qui croient qu'une invasion zombie est pire que le Global Freeze. Ces types sont bien trop naïfs. Mais d'ici peu, toutes les chaînes d'information relayeront le nom de nos cataclysmes. Le Global Freeze de très loin pire que le plus infâme des cauchemars. Du côté de Nikita Angelov, celui-ci envoie un message vocal à destination de la plèbe. Si les Sarrasins veulent lui donner à manger, il a de quoi payer. Ils n'ont que lui envoyer un message privé, il paiera le prix fort. Celui-ci n'est pas idiot, il a bien compris que l'argent ne vaut déjà plus rien. La ville est paralysée et le gouvernement les a abandonnés. S'il y a bien quelque chose à faire, c'est de racheter le plus de nourriture possible tant que ces abrutis croient encore en la valeur de l'argent. Une femme lui répond qu'ils n'ont déjà plus rien à manger, leur famille meurt de faim, ils ne peuvent pas rivaliser avec son argent. Mais Nikita lui répond que c'est simplement comment fonctionne le marché. Il a proposé plus cher, si les gens lui vendent à lui, c'est parce qu'il est plus compétitif. Dévastée, celle-ci lance un appel à l'aide dans le chat de l'immeuble. Sa petite fille de 9 mois va mourir de faim. Alexei constate qu'elle attend simplement de tomber sur une bonne poire pour l'aider. Cependant, c'est étrange. Il a le souvenir que cette femme, Tatiana, a tenu bien plus longtemps donnant le sein à sa fille avant de demander de l'aide. La situation semble légèrement différente, à moins qu'il n'ait su cerner qui est réellement cette Tatiana. 10 jours plus tard, et alors qu'Alexei faisait quelques exos pour se maintenir en forme, il fut comme d'habitude interrompu par les sonneries de son téléphone. Depuis le temps, tout le monde a déjà dû épuiser leurs réserves. Ces deux idiotes doivent être à bout. Pourquoi ont-elles lancé un appel vidéo? En regardant ce qu'il y a derrière lui, elles vont voir encore plus la dalle. Autant Agathe que Sonia n'en revenaient pas qu'il a encore autant à manger et à en baver devant leur écran. Les deux lui demandent comment il peut avoir encore autant à manger. Est-ce que c'est là les provisions qu'elles l'ont aidé à acheter? Et puis, il a l'air de transpirer. Comment peut-il faire si chaud chez lui? Non, elles ont faux sur toute la route. Il a acheté de la junk food avec elle. Là, il mange un peu mieux et s'est mis au sport pour garder la forme. Rester enfermé comme ça, c'est pas top pour la santé. Et puis, comme il a une cheminée chez lui, pas mal de bois de chauffe, il fait si chaud que c'en est presque inconfortable. C'est enrué sur le téléphone de Sonia. Agathe prit un air plus mignon que jamais en suppliant le magnifique Alexei Rysenko, celui qu'elle admire tant, de les laisser faire un tour chez lui. STP, ça fait si longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il lui manque tellement. Mais intérieurement, Agathe connaît la marche à suivre. Elle va lui donner une petite douceur et se sécurisera ses tickets repas long terme. Mais Alexei
dégoûté. Il lui dit qu'il fait trop froid dans les couloirs pour ouvrir la porte, et pire pour qu'elle fasse l'ascension. Elle ferait mieux de rester à se reposer, au chaud chez elle. N'empêche, il se demande s'il était pas complètement fou pour avoir essayé pendant 2 ans de faire de cette biffe à sa copine. Reprenant un air hautain, il leur dit qu'il a dû se tromper. Il ne sait pas combien il fait dehors, mais en les voyant toutes les deux, il doit pas faire bien chaud. Agathe enrage et lui dit de ne pas franchir le Rubicon. Il gèle à plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro dehors. Elles sont en train de mourir de faim et lui continue de se moquer d'elle. Eh bah, elle aura pas tenu sa façade longtemps. En tout cas, il constate avec désarroi qu'elle n'a pas réussi à se mettre un riche héritier dans sa poche. Dommage pour elle. Au fond, ça ne le dérange pas qu'elle prétende, mais qu'elle évite de le prendre pour le premier des débiles. Alexei, espèce d'enfoiré! Mais ne fait-il pas preuve d'honnêteté à leur égard? Pourquoi est-elle si énervée? Ils ne sont ni amis ni famille. Il n'a rien à y gagner à leur venir en aide. Mais alors qu'elle lui hurle une dernière insulte, Alexei raccrocha au nez d'Agathe. Jetant son téléphone au sol, elle enrage et demande de quel droit il peut se permettre de la juger de la sorte. Sonia lui rétorque, passablement agacée, que c'est parce qu'elle n'a pas bien géré son coup avec lui qu'elles sont dans cette situation. Si elle ne l'avait pas gosse aussi longtemps, elle serait en train de profiter de la chaleur et de la nourriture de son appartement. Mais reprenant son calme, elle scrolle à travers la myriade de contacts de la prostitute. Peut-être que Risenko est un bon coup, mais maintenant qu'elle a exposé ses véritables intentions, c'est foutu. À jouer celle que tout le monde veut, elles l'ont définitivement perdue. Mais à l'arrière, il y en a une qui ne supporte pas de se faire faire la morale. Agathe et Sonia ont ainsi fait un peu de catch pour se réchauffer. Plus haut, Alexei profitait d'un énième repas de luxe en regardant la télé. Le gouvernement s'est réuni en urgence pour discuter de la question électrique. Le courant sera rétabli partout en Russie d'1h à 2h de l'après-midi et Internet sera maintenu 24h sur 24. Cependant, les appareils électroménagers à forte consommation énergétique ne pourront pas fonctionner. Le débit sera ainsi réduit et seuls les chargeurs de téléphone ou autres bouilloires fonctionneront. Malheureusement et pour l'heure, le Kremlin est en mesure de faire mieux. Les générateurs des plus grandes compagnies d'énergie sont hors service à cause de la neige. Les autorités espèrent ainsi voir une réduction volontaire de la consommation d'électricité de tout à chacun pour le bien commun et éviter ainsi d'autres coupures à grande échelle. Mesdames, messieurs, cette catastrophe est d'une ampleur inédite. L'humanité fait face au Global Freeze. Cependant, les gouvernements du monde entier n'ont pas baissé les bras et au nom de la production, elle invite tout le monde à s'unir pour leur survie. Le Global Freeze ne doit pas gagner. Il était temps. Les gouvernements mondiaux ne se cachent plus. Ils sont impuissants face au Global Freeze. Sur le groupe du quartier, on se demande si les rumeurs sur Internet disent vrai. Mais d'autres répondent que les news parlent d'une catastrophe sans précédent, le Global Freeze. Le désespoir s'était saisi de l'ensemble de la population, si bien que certains essayaient de vendre des conserves 5000 € l'unité. Bon Dieu, ils ont beau savoir que c'est la fin du monde, va-t-en savoir pourquoi il y en a toujours qui s'imaginent que quelques billets de papier vont leur être utiles. La neige continuant de tomber, Alexei a siroté son verre de vin sur la terrasse. La vie doit et va continuer. Personne ne veut mourir, mais il va bien falloir que tout le monde comprenne que le Global Freeze est absolu. Grigory peinait à survivre sous le regard inquiet d'Irène. Maxime jouait avec son revolver, alors que Luka prenait soin de sa jambe. Nikita continue de jeter son argent contre des réserves alimentaires. Et enfin, au domicile d'Agathe et Sonia, la dernière demande à la première ce qu'elle compte faire. Le monde est en train de s'effondrer sous les glaces, elles ne peuvent aller nulle part que chez Alexei. Est-ce qu'elle peut simplement lui nommer quelqu'un chez qui elles seront en sécurité face au froid et à la famine? Agathe en est arrivée à la seule et dernière conclusion possible. Elles doivent tuer Alexei et occuper son appartement. Toutes deux n'en sont pas capables, mais avec les bons contacts, elles y arriveront. Ayant fait venir Vadim à leur domicile, Agathe le supplie de leur venir en aide. Alexei les a humiliés. Il sait très bien qu'elles n'ont plus rien à manger. Il lui a dit que si elle veut quoi que ce soit, elle devra coucher avec lui. Vadim implose de colère. Il va aller casser la gueule de ce bâtard. La fleur blanche, pourrie de l'intérieur, enlace le bras du guerrier blanc et lui propose de le jeter dehors de chez lui. Une fois débarrassé de la plaie Alexei, ils pourront vivre à 3 dans son domicile. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors qu'ils partent en direction de la forteresse de l'unité 25, Vadim dit à son Agathe chérie qu'elle peut compter sur lui. Mais celle-ci lui répond qu'il doit être prudent. Alexei est aussi mesquin que sournois. Avant d'y aller, ils doivent s'armer. Cependant, Sonia, en retrait, leur dit qu'à son avis, il ferait mieux de le tuer une bonne fois pour toutes. Fin près devant l'appartement d'Alexei, tous trois comptaient bien s'ouvrir leur machiavélique plan. Toquant à la porte, Vadim demande calmement à Alexei de lui ouvrir. Il a besoin de lui. Mais ayant immédiatement pris sa tablette de surveillance, il se demande pourquoi Vadim, d'entre tout le monde, serait venu directement à sa rencontre. Ça ne sent pas bon, cette affaire. Dézoomant un peu la caméra, se révèle à lui Agathe et Sonia, mais surtout des armes blanches. Ces fils de merde comptent porter atteinte à sa vie. Ils vont voir de quoi il est capable. Insistant à la porte, Vadim ne cesse de faire appel à la bonté d'Alexei. Il n'a plus rien à manger, comme il est son collègue, il s'est dit qu'il lui prêterait peut-être un petit quelque chose. Mais ne prêtant attention à ses dires, le regard d'Alexei se porta sur un seau d'eau de décongélation. Il se sent presque mal rien qu'à l'idée de s'en servir. Le couteau de boucher bien caché dans son dos, Vadim lui dit qu'ils sont bons amis. À son humble avis, ils doivent se serrer les coudes. Il arrive.
Le moment de vérité est enfin venu. Mais tous trois furent surpris non pas par de la nourriture, mais par une eau putride à la senteur de marché marseillais à 13h en plein cagnard. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Agathe, les larmes aux yeux, est horrifiée qu'elle ait été arrosée de déchets. Oh, espèce d'enfoiré! Lui demande de l'aide et lui l'arrose de merde! Qu'il sorte de là tout de suite et qu'il règle leur compte entre hommes! Il a bien dit qu'il mourrait de faim. Il lui a donné à manger à lui et aux deux autres chiennes. Pas la peine de le remercier. Là où les deux autres avaient le cul entre deux chaises, à moitié dégoûtés et en même temps surexcités à l'odeur du mot nourriture, Vadim se demande comment il a fait pour savoir qu'Agathe et Sonia sont avec lui. Oh et merde, il peut rester sagement à l'intérieur. Il va forcer sa putain de porte. Une fois à l'intérieur, il va lui faire regretter ce qu'il a fait. Le coup de couteau n'ayant pas fonctionné, il n'aura qu'à forcer la serrure. Mais alors qu'il a sa main bien serrée sur la poignée, Alexei déploie l'une des mesures de sécurité de son domicile en l'électrocutant. Encore un guignol qui ne tient pas à la vie. Il ne va pas sortir de chez lui et ne prendra aucun risque. Il attendra bien sagement que tous ces abrutis meurent de faim avant de faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, Alexei est réveillé par le bruit de coups de feu. Il ne lui fallut que peu de temps pour reprendre ses esprits. Par contre, qui pourrait bien avoir un gun dans ce complexe? Les yeux rivés sur les images de surveillance, Alexei est surpris de voir que le salaud de Vassiliev a survécu. Et de ce qu'il peut voir des images de surveillance du 3e étage, toutes les ressources restantes sont peu à peu pillées par le gang. À la vue du bol d'eau au sol, ils ont dû faire fondre de la neige pour avoir de quoi boire. Maxime se sert plus qu'intelligemment de son gang pour qu'il puisse survivre. Il est fin stratège, pas étonnant qu'il soit la tête d'un gang de mafieux. Il dépouille les étages un par un et quiconque résiste est flingué illico. En l'état, c'est parfaitement impossible pour un foyer de lui résister. L'un des malfrats demande aux boss ce qu'ils font maintenant qu'ils ont tout pris. Rien du tout, ils ne doivent pas se presser. Ils vont asseoir leur domination sur cet immeuble puis le quartier entier en faisant passer leurs victimes pour des résistants. Sur le WhatsApp de l'immeuble, il leur explique que Saint-Pétersbourg est officiellement coupé du monde à cause de la glace. Personne ne peut compter sur personne. Et lui, Maxime Vassiliev, prend la commande de ces lieux. Que tout le monde lui obéisse et il s'assurera qu'ils vivent confortablement. Cependant, il réserve un traitement spécial à quiconque souhaite lui résister. Ils finiront comme ces deux tourtereaux, compris? Maxime est un type intelligent. Pas étonnant qu'il ait pu obtenir une telle position dans la pègre. Bien qu'extrêmement rare, une arme à feu chargée ne lui permettra pas de survivre si toute la résidence se retourne contre lui en même temps. Là où elle fait preuve de génie, c'est de ne pas pousser l'horreur directement dans les extrêmes. Ainsi, les résidents ne sentent pas dos au mur, et bien que Maxime représente une menace, celle-ci n'est pas directement mortelle. Un nouveau groupe. Alexei, au même titre que les autres habitants de la résidence, venait d'être invité dans un canal privé de résistance à la terreur du gang Vassiliev. Maxime et ses hommes s'en sont pris à tous les résidents du 3e étage. L'on suggère aux habitants des appartements 300 à 399 de lui donner toutes leurs réserves sans résister s'ils souhaitent vivre. Mais un début d'unité commence à s'élever face à Vassiliev et ses hommes. Mais là où l'on a peur de son arme à feu, c'est la raison qui prime. Il n'aura jamais assez de balles pour tout le monde. Dans ce cas, devrait-il passer à l'action? Alexei est surpris de voir s'élever la révolution si vite. Mais enfin, celle-ci s'effondra aussi rapidement qu'elle s'éleva, alors que les têtes pensantes du groupe pensent qu'il faut une approche plus intelligente que punitive. Vassiliev agit comme un desperado. Ils doivent opter pour une stratégie long terme. Évidemment! Agir de manière imprudente ne sert à rien. Il vaut mieux qu'il fasse preuve de sagesse. Voyez-vous ça? Trop heureux pour combattre, ça préfère utiliser des termes pompeux et envoyer les idiots crever sous les balles au front. Mais Stanislas les reprend. Ils ne peuvent pas laisser Vassiliev entériner son règne de terreur. Ils pourront peut-être éviter les balles, mais pour quel but? Mourir de faim? Il peut prendre les rênes. Que tout le monde le suive. Ils vont s'occuper de Maxime Vassiliev et de ses hommes ensemble. Le groupe est initialement favorable à cette initiative. Certains ont des couteaux de cuisine dont ils peuvent se servir. Et puis, Maxime une jambe blessée, une attaque furtive et il est mort. Stanislas leur dit qu'ils sont plus d'une demi-douzaine. Si quelques jeunes hommes l'accompagnent, ils ont une chance contre eux. Mais dans le groupe apparaît un nouveau message. La vieille truie de Lugova les a pris pour des idiots et les a arnaqués. Rien ne dit qu'il n'a pas les mêmes intentions. Dans son message vocal, la jeune femme lui dit que même si ses intentions sont sincères, qu'est-ce qu'il adviendra s'il abandonne ou tombe devant Vassiliev? Si cela se produit, ils sont foutus. Si tous les hommes pas encore à la cause de Vassiliev meurent, la défaite sera totale. Au sein même du groupe de résistance, les tensions étaient reines. S'ils ne résistent pas et qu'ils attendent sagement que Vassiliev vienne à eux, c'est là où ils seront foutus. Comment ne peuvent-ils pas comprendre que s'ils ne s'unissent pas, c'est fini? Mais Alexandra a raison. Qui sait si Stanislas n'est pas un espion, la solde de Vassiliev? Quiconque souhaite crever n'a qu'à y aller. Mais celui qui essaie de mener la rébellion leur dit que ce n'est pas en attendant la trouille au ventre que l'on survivra. Mais qui a la trouille au ventre? S'il n'y a plus personne pour protéger femmes, enfants et personnes âgées, c'est terminé. Et puis d'ici peu, avec le manque de ressources et les tensions, le groupe de Vassiliev s'effondrera sur lui-même. Se préparant à manger, Alexei s'est dit qu'il a placé trop d'espoir en eux. Une fois ce repas servi, il sait très bien que le jeu du blâme va continuer encore un moment. Au fond, la plupart de ces idiots méritent de crever. Ah, trop chaud! Mais dans le même temps, un nouveau coup de feu résonna. Oh, bougez-vous! Mais l'un des hommes de main de Maxime lui dit qu'il y a assez de personnes à piller dans l'immeuble. Pourquoi a-t-il besoin de les traiter comme de la merde? Ferme ta gueule et avance! Encore un mot et il encastre une balle dans sa grosse tête! Bien que l'agacement soit réel, la peur qu'inspire Maxime à ses hommes trône toujours sur les velléités de rébellion de ces derniers. Ah, avec monsieur Vassiliev, ils auront de quoi manger pour longtemps. Très bien, il est ravi de voir qu'ils comprennent.
En tout cas, ça veut dire que son travail porte ses fruits. N'empêche, au fond, il sait très bien que s'il n'avait pas son revolver avec lui, jamais ses gars ne l'écouteraient. Tant qu'il a quelque chose pour rester menaçant et quelque chose à leur mettre sous la dent, ça ira, mais l'équilibre est fragile. S'il sort les corps de ses victimes, c'est sans grand doute pour les congeler en anticipation de l'ère cannibale. Plus qu'à attendre qu'il ne le provoque lui, et il trouvera un moyen de le buter. Le lendemain, l'on confie dans le canal parallèle que ça toque déjà au 4e étage. Ils vont mourir! L'on mentionne Stanislas, il est bien vétéran de l'armée, qu'il vienne à leur rescousse, par pitié! Celle qui casta le doute sur l'ancien militaire s'était réfugiée comme elle pouvait et supplier Stanislas par message. Mais elle sait très bien que ce n'est qu'une question de temps. Éventuellement, ces barricades tombèrent sous le regard malsain du gang Vassiliev. Elle leur donnera tout ce qu'elle a, mais qu'il l'épargne par pitié! Mais alors qu'on la traîne à l'extérieur, elle supplie à tout le monde qu'on la sauve! Cependant, le téléphone brisé révéla ce que les résidents de l'unité 25 pensent d'elle. C'est là le traitement que méritent les peureux. En tout cas, merci à elle, ils ont gagné un peu de temps. Plus haut, Agathe et Sonia se savent dans de sales draps. Elles doivent trouver un moyen de se mettre en sécurité. Ce salopard de Vassiliev n'a aucune pitié, tuera hommes, femmes et enfants. Mais que peuvent-elles faire? Jamais elles sont reçues chez Alexei. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne finissent comme Alexandra. Elle a une dernière stratégie, faire un groupe d'aide mutuelle avec les prochaines victimes de Vassiliev en mettant Alexei dedans et en leur parlant des ressources de ce dernier. S'ils y vont ensemble, sa forteresse ne tiendra pas. Alexei venait d'être ajouté à ce nouveau groupe et à peine ouvert qu'Agathe le mentionne et lui dit que l'extérieur est devenu bien trop dangereux. D'ici peu, Maxime les aura tous dépouillés, un par un. Mais lui, son appartement est une vraie forteresse et il a encore plein de ressources. Puisque tout le monde est séparé, lui est compris, ils n'ont aucune chance contre un gang de mafieux. Mais s'ils s'unissent chez lui, ils auront une chance de victoire. Alors comme ça, Agathe s'est décidée à parler. Le coup n'est pas mauvais, par contre elle ne semble pas savoir qui a blessé Maxime. Enregistrant un message vocal pour le groupe, il leur dit à tous qu'il apprécie l'attention, mais ça ira. Ils n'ont qu'à se chercher un autre endroit à utiliser comme base. Ce n'était pas idiot comme plan de sa part pour essayer de s'accaparer ses ressources. Cependant, qu'elle ni personne aille croire que ça marchera. Mais tous les résidents de l'unité 25 suivaient la marche menée par Agathe. Il ne peut pas se permettre de voir court terme. D'ici peu, Vassiliev sera à sa porte et ça sera la fin pour lui. S'il choisit son domicile, c'est parce qu'il est au 24e étage. Il dispose d'un balcon lequel pourrait être utilisé pour récolter de la neige et obtenir de l'eau. Et puis avec tout le monde de son côté, sa sécurité n'en sera pas moins qu'assurée. Agathe enchaîne et lui dit qu'elle admet avoir besoin de son aide. S'il accepte, il pourra sauver minima 7 ou 8 vies. Est-ce qu'il souhaite vraiment les voir tous mourir un par un des mains de Vassiliev avant que lui n'y passe? Ils ont été amis et voisins pendant si longtemps, il ne peut pas leur faire ça. Alexei ponctue en leur disant que la situation est déjà au plus bas. La survie de chacun ne dépend que de leurs propres compétences. Que tout le monde comprenne que personne ici n'a de valeur à ses yeux. En d'autres termes, il n'a rien à y gagner de sauver quiconque. C'est sur ces mots qu'Alexei quitta le groupe à peine formé. Tous n'en revenaient pas de ce qu'il venait de lire. C'est un inconscient. Il ne sait pas ce qu'il attend avec Vassiliev dans l'immeuble. Et puis ils se connaissent bien, alors comment peut-il asséner de telles insanités? Anastasia dit à celle qu'elle a recueillie à la demande de son cousin Vadim, avec pour objectif de monter au 24e étage chez le Lysenko, que leur plan est tombé à l'eau. Mesdemoiselles Agathe et Sonia, vous avez fait la promesse de pouvoir faire rentrer tout le monde chez Lysenko en échange d'un refuge ici. Leur marché est caduque. Vassili, faisant un petit doigt d'honneur à celui qui leur a mis un râteau de sorte à relever ses lunettes, leur dit qu'ils n'ont plus à le traiter comme un allié mais comme un ennemi. Il est une sorte de loup blanc à l'image d'une partie de loup-garou. Il est comme Maxime, un danger pour eux, à la différence que le gang Vassiliev aussi veulent le faire tomber. Cependant, et avant que Maxime n'ait vent des ressources d'Alexei, c'est eux qui doivent lancer l'offensive. Artyom à ses côtés lui dit qu'il est de son avis. Ce type est trop égoïste et restera un poison tant qu'il sera en vie. Et puis, il a travaillé dans une serrurerie il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'aura aucun mal à ouvrir la porte de son domicile, blindé ou non. Agathe lui dit que c'est parfait. Du moment que la porte est ouverte, il ne pourra pas lutter contre eux s'il se rue à l'intérieur des lieux. Là où Artyom s'assied au crochetage de la serrure du domicile 2401, Agathe et Sonia s'étaient armées de parapluies pour éviter une récidive d'un jet d'eau usagé. En dehors de ce type de fourberie, il n'a plus rien dans son jeu pour les arrêter. Une fois qu'Artyom aura terminé, c'en sera fini de l'insolence d'Alexei Lysenko. Eh bien, ça se prépare au jet d'eau et s'accrocher de sa serrure. Cette porte est de la même manufacture qu'un coffre de banque. Si elle pouvait s'ouvrir aussi facilement, la forteresse rouge n'aurait pas été l'allié du Kremlin pendant un centenaire. Sur le système de contrôle de son bunker, Alexei comptait bien électrocuter quiconque touche à sa porte. Artyom fut violemment électrocuté si bien qu'il en hurla la mort devant la terreur des assaillants du domaine d'Alexei. Il en tomba raide mort dans les cris d'horreur d'Agathe. Mais le perdant de vue leur objectif, tous se liguent plus fort encore contre le loup solitaire et lui hurle de sortir. Ouais, il voulait simplement discuter stratégie et voilà comment il les traite. Artyom est mort par sa faute. Mais derrière sa porte, Alexei leur demande pourquoi il garde cette façade. S'ils avaient réussi à pénétrer dans son appartement, il l'aurait tué pour s'accaparer ses biens. Peut-être se croit-il investi d'un devoir de justice, mais il leur fera comprendre à tous qui est le vrai roi du Global Phrase. Alexei décocha une flèche devant ceux qui comptaient abattre sa porte. Ce
Vassili qui fut planté par la flèche sous l'épaule gauche. Vadim qui était venu avec Yuri l'aiderait à évacuer. Alexei compte vraiment les buter, autant partir, ça ne sert à rien de rester. Mais une nouvelle salve de flèches partit, les deux autres hommes furent plantés à leur tour. Tous avaient pris la fuite, Anastasia en tête suivie par les deux truies. De retour dans l'appartement de la première, tous les hommes du groupe étaient en bien piteux état. Anastasia remarque que toutes les flèches qui ont été décochées sont rouillées. Vassili, fou de rage, est persuadé que c'est voulu. Il veut les infecter pour qu'ils crèvent de la fièvre. Il sait très bien qu'ils n'ont pas d'antibio. Yuri le lui confirme, une flèche rouillée, c'est la mort assurée. Vassili sombra dans la terreur. Il ne veut pas mourir. Mais à l'arrière, Anastasia se rapproche des deux femmes qui les ont rejoints et claque violemment Agathe. Tout ça c'est de leur faute. Si elle leur avait dit que sa porte était blindée, équipée d'un système de défense, ils ne seraient pas allés dans une situation aussi défavorable. Elle savait qu'il avait une arbalète et pourtant elle les a envoyés à la mort. Mais les larmes lui montent aux yeux, Agathe lui promet qu'elle ne savait pas. Quand elles y sont allées, il les a seulement arrosés. Jamais il les a attaqués comme ça. Vadim s'interpose et dit à Anastasia qu'elle dise la vérité. C'est bien beau tout ça, mais Vassili leur fait remarquer qu'ils ont besoin d'une aide médicale de toute urgence. Oui, ça elle le sait. Elle va demander de l'aide à Luka Veidor. Peu de temps après, celle-ci arrive à leur rescousse et avant qu'elle n'opère sur un Vadim peu rassuré, Anastasia lui dit que la survie de leur petite famille ne tient qu'à son génie. Cependant, Luka est surprise. Un corps déblessé par flèche. Comment ça un corps? Quelqu'un s'est déjà fait tirer dessus? Non, ça lui rappelle un patient de l'hôpital, c'est tout. Cependant, la plaie a transpercé tous les tissus, y compris le muscle. Sans du matériel hospitalier, elle ne peut garantir leur survie. Si elle retire la flèche comme ça, l'infection aura raison d'eux. Si elle laisse la plaie, elle gèlera et le résultat sera le même. Anastasia s'effondra en larmes. Alexei est un monstre impitoyable. Elle est sûre qu'il a fait ça exprès. Tout ce qu'il voulait, c'est de rester chez lui. Il ne lui aurait pas fait le moindre mal. Alexei? Lysenko? Il habite ici? Elle a bien dû le rencontrer une fois par le passé. Tout ça serait de son fait. Luka se relève et se prépare à partir. Elle leur dit que sans médicaments, elle ne peut retirer les flèches. Elle est désolée, mais elle est impuissante. Des médicaments? Agathe est persuadée qu'Alexei s'en est fait livrer le mois dernier. En y repensant, ça fait depuis cette période qu'il a comme changé. Il s'est mis à se comporter différemment et c'est comme s'il s'est préparé à la catastrophe. Des camions entiers se sont mis à le livrer presque tous les jours. Et puis, il a fait des travaux à son domicile et elle en est sûre, mais elle a vu un véhicule médical le livrer. Luka lui dit que les antibiotiques ne sont pas des médicaments particulièrement rares. S'il était réellement au courant de l'avènement de la glaciation, ce n'est pas étonnant qu'il ait fait des provisions. Vu l'ampleur de la catastrophe, ils peuvent aisément s'imaginer qu'il a des antibiotiques et des anti-inflammatoires dans son arsenal de denrées. Dans ces cas, il faut se rendre chez lui pour lui en demander. Ils se vengeront en utilisant ses propres réserves pour les sauver eux. Mais à l'arrière, Yuri est à deux doigts de s'effondrer. Anastasia leur rétorque, c'est ce même Alexei qui les a foutus dehors. Comment peuvent-ils essayer de lui soutirer des médicaments, hein? Et quand t'as juste lui dérober quelques ressources, rien d'autre. Il a juste mal interprété leur action. Ça n'est pas en défonçant une porte que l'on devient une mauvaise personne. Ce sont eux qui sont dans le droit chemin, pas lui. Mais à l'arrière, Luka se demande si elle s'entend parler. Anastasia lui dit que si c'est aussi simple, elle n'a qu'à s'en occuper seule. Elle leur a bien dit qu'Alexei lui avait fait des avances. Ça ne devrait pas être trop difficile pour elle. Vassili insiste et lui dit que c'est à cause d'elle qu'ils ont été grièvement blessés. Elle doit en assumer la responsabilité. Vadim, à son tour, lui demande de les aider. Du moment qu'ils guérissent, ils pourront la protéger. Dans ce cas, elle va faire de son mieux. Sur ces mots, Luka s'était alors attelé à s'occuper d'enlever les flèches des blessés. Agathe, à l'arrière, est au téléphone et attendait qu'Alexei décroche. Celui-ci prit l'appareil au même moment où Yuri hurla de douleur. Mais n'y prêtant guère attention, il demande à Agathe ce qu'elle lui veut encore. Oh là, elle lui dit qu'Artyom est mort et que Vadim, Yuri et Vassili sont en train de crier de douleur alors que le docteur Veidor essaie de les sauver des flèches qu'il a tirées. Fantastique! Des saloperies comme eux méritent de partir plus tôt. C'est pour le bien de la communauté. Bref, imaginons, une fois guérie, croit-elle vraiment qu'ils survivront au Global Freeze? Comment ça? Puisqu'elle n'a pas l'eau à tous les étages, c'est le cas de le dire, il va faire simple. Ils n'ont aucune chance de survivre. Alexei a très bien conscience de la situation dans laquelle tous se trouvent. Saint-Pétersbourg est désormais isolé du monde, coupé par la neige. Ils sont comme, pour ainsi dire, sur une île déserte. Même s'ils essaient de survivre et qu'ils parviennent à se débarrasser de Maxime Vassiliev, ils sont tous voix crevés, riches comme pauvres. Et ce ne sont pas les manières qui vont manquer, que ce soit le froid, la faim, les maladies ou la guerre civile. Tous partiront. Agathe admet à Alexei qu'elle a eu tort. Tout ça, c'est de sa faute. Est-ce qu'il peut lui pardonner? Il a attaqué ses amis par sa faute à elle. S'il ne le fait pas pour elle, est-ce qu'il peut le faire pour eux? Ils ont juste besoin d'un tout petit peu de médicaments. Si elle leur donne, ils promettent plus jamais le déranger. Mais Anastasia saisit du téléphone, dit à Alexei que tout le monde va crever. Elle a bien conscience qu'il ne fait confiance à personne. Ce n'est pas les agissements de Vassiliev qui vont aider, mais qu'il ne soit pas sans cœur. Il existe un avenir où ils leur seront utiles. Il ne demande que quelques médicaments en échange. Sans cœur, lui, à son avis, peut-elle lui dire pourquoi elle leur attire dessus avec des flèches rouillées? Il ne souhaite qu'une chose, les voir
pourrir sous la faim et la maladie jusqu'à ce qu'ils sombrent dans le désespoir et la folie. D'ailleurs, le corps sans vie de leur camarade est toujours au pas de sa porte. S'ils étaient vraiment investis dans un sentiment de complicité, n'auraient-ils pas pris le cadavre avec eux? Non, en réalité, ils s'en foutent. S'ils sont mielleux avec lui, c'est parce qu'ils ont besoin de lui. Mais une fois qu'il les aura aidés, que se passera-t-il? Il va lui dire, leur petit groupe se chargera de se débarrasser de sa personne. Mais Anastasia lui dit qu'ils ne sont pas ce genre de personnes, qu'elle ne gaspille pas son énergie, c'est inutile. Cependant, et puisqu'il a eu montré de l'intérêt envers Agathe, il peut concevoir la laisser entrer, mais ça sera elle seule. Celle-ci reprend le téléphone et lui dit que s'il dit vrai, elle restera pour toujours avec lui. Peut-elle réellement vivre chez lui? Mais oui, il n'y a pas de problème. Qu'elle monte. Sonia se manifeste et lui demande si elle peut venir aussi. Mais Alexei ne prête attention à cette demande et dit à Agathe qu'il n'y a qu'elle qui compte à ses yeux. Ne devrait-elle pas s'éloigner de tous les ingrats avec qui elle est qui les empêche d'être ensemble? Si, il a raison. Elle vient, elle l'écoutera. Laissant tout le monde en plan, Agathe s'enfuit alors que Sonia essaye de l'arrêter. Mais Agathe la gifle pour la repousser. Elle en a assez de tous. Elle va chez Alexei de ce pas. Mais Anastasia la gifle violemment en retour et demande à l'autre pute si elle n'a pas la moindre honte. C'est à cause d'elle qu'ils sont dans cette situation et elle veut se tirer comme si de rien n'était. À l'arrière, Vadim lui demande comment elle peut lui faire ça. N'a-t-elle pas dit qu'elle déteste Alexei? Il croyait qu'elle l'aimait, lui. Y a-t-il un problème à ce qu'elle poursuive son bonheur? Être avec lui n'est que temporaire. Bientôt ils mourront de faim alors qu'avec Alexei elle peut avoir un avenir. On pleure devant Vadim, elle lui dit qu'elle sait qu'il est quelqu'un de bien. Quand on est amoureux, on veut que la personne qu'on aime soit heureuse, non? Il l'a peut-être aidé par le passé, mais à la fin, il ne peut lui donner assez pour la satisfaire. Anastasia dit à son cousin, effondré au sol, d'arrêter de courir après cette catin. Ils vont commencer par sauver sa vie, d'accord? Leur très chère Agathe doit bien pouvoir se débrouiller seule, non? Cependant, et sans qu'elle ne réponde, c'est Sonia qui se jette sur elle et la plaque au sol. Qu'elle la lâche, elle peut partir! Mais après avoir empêché son ami de partir, Sonia est chargée par Anastasia de garder un œil sur cette crevarde qui ne pense qu'à sa gueule, qu'elle ne la laisse partir sous aucun prétexte. Luca interpelle son petit monde et explique que, sans les médicaments ad hoc, elle n'a fait qu'appliquer un bandage sur une hémorragie. Ce n'est qu'une question de temps avant que les blessés ne succombent. Pour être honnête, l'infection arrivera incessamment sous peu. Mais Vassilé leur dit à tous qu'il a bien moyen de s'occuper d'Alexei. Comment? Il va commencer par rappeler l'évidence. Il a une cheminée chez lui, une tonne de bois de chauffe, en plus de quantité déraisonnable de nourriture et de médoc. Il est évident qu'ils ne peuvent s'occuper de lui à eux seuls. Cependant, s'il laisse fuiter l'info à tout l'immeuble, ça fera des centaines et des centaines de personnes qui déferleront sur lui et son antre, c'est sans parler des chiens fous de Vassiliev. Il n'y a aucune chance qu'il résiste à ça. Et comme ils seront ceux qui auront laissé fuiter l'info, leur sera réservé une bonne part du gâteau. Mais Agathe lui hurle qu'il ne peut pas faire ça. Elle va vivre avec Alexei, comment fera-t-elle s'il fait ça? Mais Anastasia relève la main et s'apprête à la gifler de nouveau. Mais Vadim s'interpose, ce qui a le ton d'énerver encore plus Anastasia. Comment peut-il la protéger après qu'elle lui ait fait un coup empoisonné comme tout à l'heure? Cette salope veut se jeter dans les bras d'un autre homme et lui continue de jouer les chevaliers blancs. Mais celui-ci lui dit qu'il ne peut pas la laisser l'insulter de la sorte. Il aime vraiment Agathe et tant qu'il peut passer un peu de temps avec elle, ça lui va. S'il l'impressionne en lui permettant de survivre jusqu'au bout de la catastrophe, elle tombera amoureuse de lui, il en est sûr. Qu'elle n'ait pas peur, il est toujours avec elle. Anastasia l'aura prévenu, mais qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il leur vienne en aide. Dans le groupe de l'unité 25, celle-ci révéla les clichés sauvegardés des messages d'Alexei et dit à tout le monde qu'il y a toujours une personne qui vit dans l'opulence. Il jouit d'une vie de luxe pendant qu'eux meurent tous de faim et de froid. Elle ponctue en envoyant une vidéo du fameux Alexei dévoilant ses réelles intentions à leur égard à tous. Voilà la vie qu'il a vécue jusqu'alors. Elle apprécierait de pouvoir discuter quant à comment ils comptent s'occuper ensemble du crevard qui les regarde tous de haut. Il ne fallut guère longtemps pour donner fin au gang Vassiliev. Il est l'heure pour Maxime de prendre sa tant attendue revanche. L'ensemble des résidents avait pris d'assaut le chat. Marco, Anna, Irène, Nadia, Nikita, tous essayaient d'un moyen d'un autre de gratter les ressources d'Alexei, que ce soit par la pitié, l'autorité ou l'argent. Mais tout ce que ce nouveau développement inspira chez lui était un air mi-amusé, mi-narquois. Pourquoi devrait-il offrir une once de générosité? Est-ce qu'ils sont des proches? Non. Tous l'ont traité comme un bout de viande, et ça, il ne s'en rappelle que trop bien. Ils l'ont découpé, morceau par morceau. Alors comment un être humain doué d'un intellect comme lui peut dialoguer avec des bêtes irrationnelles comme eux? Alexei lâche ainsi une réponse moqueur, traduisant un non catégorique. Mais devant la réponse d'Alexei, Vassili demande rhétoriquement à une Anastasia désespérée s'il ne craint pas la mort. S'ils s'y mettent tous, il n'a pas la moindre chance. Irène n'en revient pas devant autant d'égoïsme, là où Nikita compte bien ruiner sa vie une fois la glaciation derrière eux. Alexei se nourrit de la haine que tous ont à son égard.
Plus il continue de se comporter comme il le fait, plus le ressentiment croît, si bien que leur malheur n'est plus du fait du Global Freeze, mais est la cause de son indifférence et de son égoïsme. Cela dit, celui-ci se servit un verre de vin et dégusta celui-ci loin de la haine transpirant de son téléphone. En y pensant, ça en devient presque ennuyant de rester seul chez soi. Il faudrait qu'il prenne le temps de sortir à l'occasion. S'il se rappelle bien, il y a quelques motoneiges dans la dimension. Quand bien même il ne peut partir pour l'instant, il sera bien tranquille et en toute sécurité quand tout le monde sera mort. Une fois le moment venu, il pourra profiter du nouveau monde. Mais c'est une notification qu'il n'attendait aucunement qui extire pas Alexei de ses rêves. Luca Vader lui avait envoyé un message privé et dit à Monsieur Risenko que, malheureusement, l'entièreté de ses stocks de nourriture et de médicaments sont épuisés. N'empêche, Alexei apprécie la manière qu'a le docteur de se comporter. Elle s'est restée digne dans la misère et ne fait pas la manche en privé comme une déhontée. S'il se souvient bien, la raison derrière sa mort est parce qu'elle a donné toutes ses dernières ressources à Nadia et sa fille. Elle a beau avoir l'air austère, elle est en réalité une personne avec un grand cœur et ça elle l'a montré même quand sa vie était en jeu. Peut-être devrait-il faire en sorte de la voir de son côté. Exclusivement de son côté. Le seul problème, c'est que s'entourer de personnes pas trop abruties augmente les risques de trahison. S'il se réjouit de se débarrasser des saloperies qui l'ont bouffé, il a vraiment peur de la mort. Si elle sait que Luca n'est pas de la même graine qu'eux, il doit s'assurer à 100% de sa totale loyauté. Il lui répond que si elle veut faire un échange avec lui, elle ferait mieux de trouver quelque chose de valeur à lui offrir. Lui envoyant un message vocal, elle lui demande s'il sous-entend qu'il aimerait une consultation. En tout cas, il n'en peut plus ici. Honteuse, mais appréciant la sensation, c'est la première fois qu'elle supplie un étranger comme ça. Alexei lui répond qu'il veut bien lui échanger de la nourriture et des médicaments, mais il aura une faveur à lui demander. Quelle faveur? C'est simple. D'ici peu, l'ensemble du voisinage va lancer une attaque contre lui. Ce qu'il veut, c'est qu'elle s'occupe de lui rapporter les moindres manigances, faits et gestes de l'ensemble des résidents de l'unité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Docteur Luca Vader, le choix est de votre côté. Soit elle les trahit et s'abandonne à lui, soit elle continue son périple avec le bas peuple et s'effondrera avec eux. Après un moment d'hésitation, Luca se range finalement de son côté et lui promet de faire comme il lui ordonnera. Excellentissime choix, il l'en félicite. Il va pouvoir juger de sa loyauté sur une période assez longue et pour être sûr qu'il ne risque rien à la faire venir. Alexei ponctue et lui dit qu'elle devrait lui rapporter des informations de valeur si elle veut obtenir quoi que ce soit de sa part, compris? Oui, pas de problème. Au fond d'elle, le combat de Luca entre moralité et raison ne faisait que de commencer. Mais dans le groupe de l'immeuble, les pressions se faisaient de plus en plus intenses sur Alexei pour qu'il partage ses ressources. Ils commencent tous à s'énerver de plus en plus alors que celui-ci leur envoie un énième message de provocation leur disant qu'il préférait tout brûler plutôt que leur donner quoi que ce soit. Comment ose-t-il dire des horreurs comme ça alors qu'il vit confortablement pendant que crèvent un par un comme des clébards? Vassili avait ouvert un groupe avec pour but de coordonner une opération contre le loup blanc de Saint-Pétersbourg. Et ça n'est nul autre que Maxime Vassiliev qui l'invita dedans. Celui-ci leur dit que leur mission à tous doit être de s'occuper d'Alexei Risenko. S'ils arrivent à le faire tomber, leur survie à tous est assurée. Il leur promet une trêve. Du moment qu'eux concentrent leurs efforts contre Alexei, il en fera de même avec ses hommes. Cependant et en revanche, il requiert la moitié des rations encore présentes dans l'immeuble pour commander cette opération. Vassili enchaîne et leur dit à tous que malgré leurs différends, ils doivent se réunir à travers ce but commun. Leur mission est de s'introduire à l'intérieur du domicile d'Alexei et de récupérer des denrées pour toute la communauté. Stanislas, toujours du côté d'Alexei, et présent dans le groupe de l'Alliance anti-Risenko, constate qu'ils ont tous vrillé. Dans le même temps, Luca faisait de même, conformément à sa promesse. Celle-ci envoie un message simple et clair. Une alliance est formée et s'est liguée contre lui. Un raid est en préparation et arrive potentiellement aujourd'hui même. Compris, il la remercie pour cette info. Cela dit, Alexei n'était guère inquiet alors qu'il tapait ce message. Tout son arsenal attend patiemment ses très chers voisins. Luca lui explique que l'élément qui a dynamité la situation est la vidéo partagée par Anastasia. Mais par contre, a-t-il un moyen pour s'échapper? Alexei la remercie de s'inquiéter et lui dit que ça ne sera pas nécessaire. Il a de quoi s'occuper de la Ligue des affamés chez lui. Cependant, elle ne doit venir sous aucun prétexte. Dégainant son arme, il lui promet que ce sera le premier bain de sang de l'ère du Global Freeze. Tous les résidents encore vivants de l'unité 25 gravissaient les étages en direction du 24e niveau. Armés de barres en acier, de couteaux, de quoi que ce soit qu'ils ont pu trouver, tous comptaient bien se débarrasser du bâtard qui ose les prendre de haut. Devant l'appartement 2401, l'on donne une dernière chance à Alexei de se rendre, sans quoi ils forceront l'entrée et iront le buter sans hésiter. Le dit Alexei est presque l'heure de voir autant de personnes se jeter dans la gueule du loup aveuglement. Il n'y a pas à dire, Vassili et Maxime savent rameuter les foules. Par contre, ils vont avoir nombre de morts sur la conscience. Appuyant sur le bouton pour électrifier la porte, ils condamnent tous ceux qui furent envoyés comme chair à canon. Alors que le marteau tape, le courant électrocuté l'assaillant se propagea tous autour de la porte. Plusieurs membres de l'Alliance perdirent la vie. Une grande partie de la Ligue initialement surmotivée fut instantanément pris par le désarroi et l'horreur. De retour aux côtés de Vassiliev et de ses hommes, il leur explique que la porte d'Alexei est électrifiée. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont. Pointant son revolver sur la tête de celui qui osa se plaindre, il lui demande où il
Il compte aller comme ça. Vassili leur dit à tous qu'Alexei a osé tuer ses voisins. Ils doivent plus que jamais réussir l'opération pour venger leurs amis tombés, pour assurer leur survie à tous. Qu'il n'ait pas peur. Ils connaîtront bientôt tous ces tours de passe-passe et du moment que la porte tombe, la victoire est leur. Les pensées de tous étaient les mêmes. Ils ont enduré la faim, le froid et la perte de leurs proches, tout ça pour que ce connard vive grassement les humiliant. Ils feront tout pour rentrer. Ils y arriveront à tout prix. Usant d'un tronc de bois pour éviter que le coup en ait raison d'eux, cette fois ils feront tomber cette foutue porte. Cependant, à l'intérieur, le Jack Daniel ne suffisait pas à calmer ses maux de tête. Putain qu'ils sont bruyants. C'est quand qu'ils comptent s'arrêter? Il va mettre un peu de musique pour les encourager. Il les prend pour qui là? Oh! Ils vont le buter. Il vengera son frère. Mais après plus d'une dizaine de minutes passées à essayer de faire tomber la porte, tous étaient au sol, épuisés. Et pourtant la porte était encore intacte. Pourquoi est-elle autant résistante? Ils n'ont abîmé que le revêtement. Ce truc ne va jamais céder. Loupe à la main, il n'y a pas de doute possible. C'est comme une porte de banque. Mais dans ce cas, ils vont jamais réussir à rentrer. Le banquier leur dit que ce n'est pas avec leur matériel qu'ils arriveront à faire quoi que ce soit. Ce genre de porte est faite pour résister à des bombes. S'ils n'ont pas la clé, c'est mission impossible. Mais derrière la porte, l'arbalétrier était prêt. La fente de sécurité ouverte, la première flèche partie va se planter en plein dans la gorge du banquier. Il est armé, faites attention! Tous les résidents du complexe vont partir en courant à l'arrière et alors qu'il essayait de fuir, le banquier avait été planqué net sur le mur opposé. 5 kills. Le monstre les attend. Vassili ayant échappé de justesse à la mort leur dit à tous de ne pas s'inquiéter. Il a un plan infaillible. Peut-être qu'ils ne peuvent pas forcer la porte, mais ils peuvent briser le mur. Hé, pas con! Vu à quel point ils sont nombreux, ça ne prendra pas longtemps pour le détruire. À défaut d'essayer de démolir la porte, c'était parti pour le mur. La réjouissance pouvait se lire sur le visage de tous. Ils entrevoient enfin la fin de celui qui les a nargués pendant aussi longtemps. Enfin, le béton commençait à rompre. Allez! Et portant un nouveau coup sur le mur, celui qui croyait en sa victoire se brisa les os sur la dureté de celui-ci. À leur plus grand désarroi, la forteresse rouge s'était également occupée des murs de l'appartement d'Alexei. Alors que l'un des hommes jette sa pelle au sol, tous abandonnés de rage. Cet appartement est un vrai sarcophage. Mais ceux qui jouissaient encore d'une profonde détermination se mirent à briser chaque recoin du revêtement béton de mur de l'appartement 2401. Cela dit, à l'intérieur, Alexei ne craignait guère leur chantier. Des murs au plafond, passant par le sol, tout a été renforcé par des plaques de métal utilisées autant dans les banques que par l'armée rouge. Même un canon n'arriverait pas à leur créer une ouverture, alors essayer avec des pioches et des pieds de biche, ils vont pas aller bien loin. Qu'il continue à essayer en vain et à s'épuiser misérablement, lui va gentiment utiliser d'une fonction qu'il n'aurait pas cru nécessaire. La forteresse rouge lui avait installé un petit réducteur de bruit. C'est la goutte d'eau pour l'Alliance. Quand ils l'ont vu rénover son appartement, personne ne s'imaginait que ça serait pour faire quelque chose comme ça. Mais Vassili, co-leader de l'opération, enrage plus encore que jamais. Il savait très bien, c'est depuis longtemps que cette glaciation allait arriver. Tout ce qu'il a fait, c'était pour les manipuler. La désillusion donna naissance à un profond déni qui résonnait néanmoins avec les esprits défaitistes des habitants de l'unité 25. Comment peut-il dormir en sachant que sa résidence se transforme en cimetière? Il est heureux à finir seul au monde. Ce bâtard égoïste finira par être hanté par ses actions et ils le regarderont mourir de honte depuis les cieux. Mais Maxime leur demande pourquoi ils abdiquent aussi vite. Ce n'est que le début et puis il y a encore le plafond et le sol à percer. Que tout le monde se divise en deux groupes, un pour le plafond, un pour le sol. C'est purement impossible que cet appartement soit un vrai sarcophage d'acier. Au 23e et au 25e, le chantier reprit, mais Alexei, bien au champ sécurité chez lui, a bien compris que Maxime ou Vassili leur ordonnait d'essayer par en haut et en bas, mais malheureusement pour eux tous, il n'est pas aussi idiot. Le désespoir pouvait se saisir de l'unité 25. Ce complexe deviendra de véritables catacombes où un seul endroit jouirait encore de la présence d'une vie solitaire. Les estomacs criaient famine et, devant les corps épuisés de ses camarades, les premières idées cannibales naquirent. Le regard vide, ils ne voyaient plus que chair et nourriture. Mais revenant à leur sens, c'est qui fait chaud après avoir autant bossé, hein? Vassili, pro au désespoir, se demande s'il existe ne serait-ce qu'un moyen de lutter contre Alexei. Cet enfoiré, pourquoi ne peut-il pas sacrifier pour les sauver tous? Non, c'est trop demandé. Mais l'on soumet à Vassili l'idée de passer par le balcon. Lorsqu'il a fait les travaux, il n'a rien changé hormis la vitre, mais ça, ils pourront la briser. Ça veut dire qu'il y a une entrée. Une fois la passerelle depuis un appartement voisin établi, Alexei s'était retourné vers le nouveau théâtre du grand raid contre lui. Si une apocalypse de zombies avait eu lieu à la place du Global Freeze, c'est probablement à ça que ça aurait ressemblé. Tous lui hurlent qu'une fois la vitre brisée, c'est un homme mort. Mais Alexei ne les craint aucunement, bien au contraire. D'ici peu, ils feront moins les fiers. Mais enfin, il va aller les réchauffer. Il espère qu'ils le remercieront. Du balcon supérieur arrive un cocktail Molotov.
À peine retombé que l'un des assaillants s'embrasa. Si tous étaient terrifiés, le premier à subir le courroux des flammes tomba à la renverse et fit le grand plongeon. Par pitié qu'il les sauve! Oh, mais ça ne fait que commencer. Se retournant vers les autres membres de l'Alliance en leur demandant de l'aide, Vassili leur ordonne de rester où ils sont. Et ils ne peuvent pas être sauvés. Mais alors qu'ils essayent de traverser la passerelle, la moitié d'entre eux tombent du 24e étage, là où d'autres continuaient de brûler devant le paradis d'Alexei. Toutefois, il y en avait bien pour profiter de la sordide mort de leurs camarades en se réchauffant auprès du brasier. Devant un tel cauchemar, tous avaient sensiblement abandonné. Les flammes dissipées, d'autres traversèrent une nouvelle fois le pont en brisant les restes gelés de leurs camarades, sans respect de la dignité des morts, et l'on se bien supplié Alexei de leur donner à manger. Juste un bout de pain, n'importe quoi, il s'en ira, promis. Peu à peu, les zombies se mirent à mendier la clémence du roi du Global Freeze. Dégustant un bol de nouilles, il leur demande de ne pas le regarder comme ça, il n'arrive plus à apprécier son repas. Mais enfin, puisqu'il a faim, il va pas se gêner. Alors que tous bavent devant la baie vitrée, Alexei leur dit qu'il va leur accorder une chance. Une opportunité unique. Quiconque lui ramène la tête de Maxime Vassiliev aura droit à une semaine de repas comme celui-ci. L'opportunité d'échapper à la famine raviva les espoirs des affamés. Est-ce que ce bâtard d'Alexei leur aurait dit quelque chose? Bien qu'armé de son flingue, derrière lui c'est toute l'Alliance qui s'était liguée contre le mafieux, alors que l'un de ses hommes vit quelque chose qui change à la balance complètement. Alexei avait mis à exécution son plan. Qu'il recule, c'est un ordre! Attrapant son téléphone, Maxime avait compris la raison des agissements de son alliance. Alexei avait promis une semaine de repas à quiconque lui ramènerait la tête de Maxime Vassiliev. Ce dernier n'en revient pas qu'il utilise une méthode aussi infâme pour se débarrasser de lui. Alors qu'il rentre dans ses quartiers, il hurle à tout le monde que ce type leur ment. Ils ont bien vu qu'il les laissera crever la bouche ouverte. Il n'y a que sur lui qu'ils peuvent compter, et Alexei essaye de couper les liens. Mais Vassili lui demande où il va. La ferme! S'il n'arrive pas à rentrer, il trouvera un moyen de faire sortir Alexei. Le lendemain, Vladislav, précédé de Denis, comptait bien essayer la mission proposée par Alexei. Mais le dernier demande au premier s'il est vraiment sûr de lui. Maxime est armé jusqu'aux dents, ils ne sont que deux, ils ne sont pas en surnombre et en 2 balles c'est terminé. Mais Vladislav lui dit de ne pas raconter de conneries, ils vont crever de faim si les choses continuent ainsi. Et puis, combien de temps croit-il que ce pourri de Vassiliev va survivre avec sa jambe blessée? Il peut marcher mais il titube et ça se voit. Et puis, le fait est qu'ils ont besoin de la nourriture d'Alexei. Alors que sortent 2 hommes et le bras armé de Maxime de son appartement, Vladislav se retourne pour ne pas être vu. Vassiliev bugle sur ces hommes que s'ils ne se manient pas, ils pourront aller bouffer de la neige ce soir. Et puis, ça n'est pas comme s'ils n'avaient rien mangé, merde. Maintenant, les bruits de pas courants avaient alerté l'un des souffreux de Maxime, lequel hurle derrière lui. Le gel de la glaciation écouta siffler 2 balles. 2 balles qui firent tomber les 2 assaillants de Maxime. Celui-ci ressentait peu à peu l'étau se refermer, qu'ils récupèrent leur corps et qu'ils n'oublient pas de les découper. Cependant, un 4e homme sortit de l'appartement de Maxime à cause du bruit des balles et interpelle son boss et lui dit que son dos, il est en sang. Assisté par son homme de main, Vassiliev avait composé le numéro de Luka et lui dit de venir immédiatement. Il a été attaqué et a besoin d'assistance médicale de toute urgence. S'occupant du mafieux, le docteur lui dit qu'elle ne fait pas ça gratuitement. Elle peut avoir un morceau si elle veut. Plutôt crever. Qu'elle ne s'inquiète pas. S'il doit la sacrifier, c'est qu'ils ne seront plus que 2. Elle a besoin de sa protection et lui a besoin de ses talents. Repoussant sa main, elle demande aux gangsters leur plan. Rien du tout. Ils vont attendre que lui ait récupéré avant de faire quoi que ce soit. En l'état, sortir d'ici est un risque qu'il ne peut prendre. Luka assise dans un coin, celle-ci assiste à la réunion du gang de l'unité 25. Ils ne peuvent laisser leur règne s'effondrer face aux élans de résistance croissants. Mais l'un de ses hommes de main lui rétorque que la clé du problème c'est Karisenko. Tant qu'ils ne le feront pas tomber, la situation ne cessera de dégénérer. Un autre leur dit qu'il ne sort jamais de chez lui, c'est mission impossible de rentrer. Mais Maxime leur dit qu'il ne croit pas que la situation restera ainsi ad vitam aeternam. Ils déménageront leur quartier dans un appartement voisin du sien et le garderont à l'œil en permanence. À la moindre erreur de sa part, ils s'occuperont de lui régler son compte. À ces mots, Luka s'éveilla. Celle-ci se leva et prit la direction de la sortie, mais Maxime l'interpelle et lui demande où elle va. À la salle de bain, elle a besoin de faire ses affaires. À l'intérieur de celle-ci, elle fait son rapport à Alexei et lui relate les plans de Maxime. Son interlocuteur la remercie et lui dit de rester en observation. Peu de temps après, les voisins d'Alexei étaient ravis de laisser leur logement à Maxime. Le couple regardait défiler le gang de mafieux, lesquels laissaient clairement entrevoir leur destin aux malheureux. Quittant les lieux, au moins ils ont obtenu un peu de nourriture en compensation de leur logement. Ça devrait leur tenir quelques jours. Mais à peine le dos tourné qu'ils furent violemment assommés par les gangsters. Les coups portés furent si forts que leurs crânes laissèrent couler une mare de sang. Cependant, cela n'empêchait pas les racailles de s'assurer qu'ils soient bien morts. Maxime leur dit à haute voix qu'il n'aurait jamais laissé de la nourriture lui glisser des mains. Mais Luka de son côté était à 2 doigts de vomir. Il fait, voit-elle, de plus en plus froid dehors. C'est parfait pour conserver de la nourriture longtemps. Du côté du logement d'Anastasia, les 3 victimes des tirs d'Alexei continuent de souffrir de l'absence de médicaments. Cependant, Vassili se demande pourquoi ça le gratte autant sur sa blessure. Défaisant le bandage, c'est une plaie purulente qui est apparue à lui. Non, c'est impossible! Il ne veut pas mourir! Il est pas prêt, pas maintenant! Vadim et Yuri regardèrent à leur tour leur plaie
plaît, et c'est la même affaire pour eux. Dévasté, ce dernier sous ses condamnés, ils vont tous mourir. Mais Vadim se rue vers sa cousine. Par pitié, il faut qu'elle aille supplier Alexei de leur donner des antibiotiques. Mais elle lui répond qu'elle ne peut plus rien pour eux. C'est essentiellement chacun pour soi. Sur ce, bonne chance. De retour au 24e étage, et au bout de quelques jours d'attente, Alexei était presque dévasté que ses nouveaux voisins ne soient pas passés à l'action. Tout ce qu'il pouvait voir sur les images de surveillance était l'accroissement du règne de terreur de Maxime. Cependant, et comme toute dictature, plus la crise gagne du terrain et plus le maintien du pouvoir s'impose par la terreur. Il n'y a quasiment plus de balles et ils ont mangé toutes leurs provisions au cours de leurs 3 jours. Pour l'heure, le temps presse quant à la capture d'Alexei. Il y a toujours cette prime qui court sur sa tête. Il risque gros, sans personne à tuer pour manger, son gang risque de se retourner contre lui. Sans moyen de pénétrer chez le Lysenko, c'est lui qui deviendra l'ennemi numéro 1. Popcorn à la main, Alexei profitait du cinage gratos, mais au fond le spectacle ne l'en joue que très peu. Maxime est un vrai couard, il est dos au mur, mais il va s'accrocher à son groupe de thugs jusqu'au bout. Ayant un appel entrant du docteur, Alexei décroche et demande à Luka si tout va bien. Celle-ci lui dit que Vassiliev a pété un plomb depuis qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils sont partis en mission à travers tous les étages de l'unité pour réunir toutes les personnes en bonne santé qu'ils gardent dans des pièces que ces sous-fifres surveillent. Quant aux plus criblés par la famine, les maladies et la fatigue, ils font des ravages chez eux. Ces derniers jours, ils se sont mis à la recherche d'un endroit où ils pourraient exécuter une large quantité de résidents pour se faire des réserves alimentaires. Et elle n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Elle s'est trouvée des conserves ici et là, mais elle refuse de toucher à ce qu'il mange. Est-ce qu'il est toujours en mesure de la sauver? Luka est toujours précieuse. S'il la perd, c'est son avenir qu'il met en jeu. Et il doit avant toute chose la sortir des mains de Vassiliev. Il en a assez de leurs agissements et il a désormais la quasi-certitude que Luka est de son côté. Elle a suivi ses ordres et ne l'a pas trahi tout du long de sa période de test. Elle va l'aider à accomplir une dernière chose. Et ce, une fois accompli, il s'assurera qu'elle puisse survivre. Mais alors qu'il en avait à peine fini avec le docteur, Vadim se mit à frapper à sa porte en hurlant à la taupe de sortir de son foutu terrier. À l'entrée, Alexei lui demande si l'infection lui plaît. Sa blessure doit être profonde de minima 10 cm. Et une fois le tétanos installé par la rouille, sa plaie va pourrir et l'infection va continuer en se propageant comme des vers sur un cadavre. Enfin, il rendra l'âme alors que son corps aura presque été entièrement consommé par la putréfaction. La température a beau être extrêmement basse, son corps, lui, est toujours chaud. Elles vont se démultiplier, l'infection se propagera encore et toujours plus vite. Stop! Arrête! Alexei! Il le jure, ils veulent buter! Ils veulent buter! Il est aussi condamné qu'impuissant, ses menaces ne valent rien. Alors, pourquoi, tant qu'il est encore en vie, ne saisirait-il pas une opportunité qui l'attend depuis aussi longtemps? Oui, il sait ce qu'il a à faire. Il est sur le point de mourir de toute manière. Il n'a plus rien à craindre. De retour au domicile d'Anastasia, Vadim appelle Agathe alors que celle-ci se blottit dans un coin et demande à celui qui s'effondre devant elle ce qu'il lui veut. Est-ce qu'elle veut bien l'épouser? Mais dégoûtée par l'odeur de la putréfaction, elle lui répond qu'elle préfère mourir. Giflant le chevalier blanc, elle dit au puant qu'elle compte toujours retrouver Alexei. Lui ne vaut rien, il ne lui sert plus à rien. Mais en larmes, il lui dit que ça ne peut être vrai. Il sait qu'elle l'aime et il est sur le point de mourir. Ils iront en enfer ensemble et y resteront pour l'éternité. Mais giflant plus fort encore, celui-ci Agathe lui hurle qu'il la dégoûte. Comment ça? Comment ça? Tout ça, c'est de sa faute à elle! Dans les quartiers généraux du gang Vassiliev, Luka commençait à ressentir la pression. Elle a beau avoir agréé au plan d'Alexei, elle n'en reste pas moins terrorisée. Quoique de toute manière, si elle ne fait rien, elle finira par y rester. Celle-ci interpelle Maxime et lui dit qu'elle va aider Grégor. Il se doutait bien qu'elle ne tiendrait pas longtemps face à la fin. Elle lui dit qu'elle ne veut juste pas mourir, c'est différent. Alors ça, il peut la comprendre. Grégor, il la laisse entre ses mains. Ce dernier invite ainsi Luka à s'occuper du bois. Le silence régnait au cœur de la cuisine, mais une fois besogne accomplie pour Grégor, celui-ci ordonne à Luka de bien surveiller le feu. Vu leur manque de ressources, ce sera affreusement ennuyeux de devoir le redémarrer. Elle s'en charge. Fort heureusement, Luka a su gagner leur confiance, si bien qu'il ne prête guère attention à ce qu'elle peut bien faire. Et ce, si bien qu'elle put empoisonner la casserole du diable. Remuant la mixture de chairs humaines, elle retenait que difficilement un vomissement. Peu de temps après, le repas fut servi, et alors que Maxime s'apprêtait à le dévorer, il fait remarquer à leur docteur qu'il ne se serait jamais imaginé Mademoiselle Luka Vader faire officiellement partie de leur groupe. Tout le gang rit aux éclats, même une beauté froide comme elle se plie face à la faim. Oui, bon, elle va les manger seule, elle ne semble pas très bien. Une fois à l'écart, elle n'avait plus qu'à attendre que le cocktail de médicaments fasse effet. Elle y a mis une dose de cheval, de quoi sommer tout l'immeuble en quelques cuillères. Il va falloir que le bon Dieu soit de son côté pour qu'il ne remarque pas de goût médicamenteux. Mais au bout d'une bonne dizaine de minutes, les médicaments eurent l'effet escompté. Luka pouvait enfin sortir de sa plante et elle envoya à Alexei le message qu'il attendait tant. Elle les a bien chargés de médicaments, ils vont être inconscients pendant un certain temps. Que doit-elle faire désormais? Qu'elle les traîne sur le balcon. Le docteur s'y attela et une fois le corps de Vassiliev sorti, elle en avait fini de cette mission. Son regard se porta sur Alexei, qui la regardait depuis son balcon, armé de son propre flingue. Elle a fait un excellent travail.
Elle demande à ce dernier s'il compte les tuer. Bien évidemment, mais ça sera à elle de s'en charger. Une fois la corde qu'il tenait jetée sur l'autre balcon, Alexei lui dit de prendre l'arme à feu de Vassiliev et de la lui jeter. Une fois chose faite, elle se servira de la corde pour les attacher tous ensemble au barreau du balcon. Celle-ci, intimidée, lui demande pourquoi il est aussi précautionneux. Elle ne comprend pas, elle s'est pourtant bien pliée à tous ses ordres. Mais une pensée vint soudainement à Luka. Peut-être l'a-t-il manipulé depuis le début. Pointant toujours son pistolet sur la jeune femme, il lui répond qu'il vaut mieux être trop précautionneux que pas assez. Luka se plia ainsi à la tâche et s'occupa de condamner au froid le gang de cannibales avant de récupérer l'arme à feu comme l'a ordonné Alexei. Celui-ci lui ordonne de retirer les munitions de l'arme avant de lui lancer les deux séparément. Prête à décharger l'arme de Vassiliev, le docteur lui demande comment elle est supposée lui faire confiance. Mais a-t-elle un espoir qu'elle s'accrochait autre qu'Alexei Rysenko, le roi du Global Phrase? À ces mots, Luka acta en conséquence. L'arme sans munitions jetée, Alexei attrapa cette dernière. Inspectant l'objet, il est certain que c'est lui qui l'a vu grâce aux caméras de surveillance. Mais alors qu'il rentre chez lui, Luka se demande ce qu'il est parti faire. Sortant un tuyau d'eau, il s'est mis à arroser le balcon d'à côté, si bien que, surprise, le docteur partit se réfugier à l'intérieur du domicile voisin. Il est en train de geler ces types vivants. C'est brutal, horrible, mais putain d'efficace. Et surtout, il ne prend aucun risque. L'eau affreusement froide à cause des températures absurdes de la glaciation eut pour effet de sortir Vassiliev et son gang de leur coma. Mais ayant des difficultés à reprendre leur lucidité, ils se demandent où ils sont. Le plus lucide d'entre eux, Maxime, comprend qu'ils ont été empoisonnés. Et alors qu'il se retourne en direction du balcon voisin, Alexei! Ils en ont bien trop fait. Il est temps pour eux de rejoindre ceux qu'ils ont torturés et massacrés. Augmentant le débit du jet, c'est un torrent d'eau qui allait condamner les cannibales. Une fois ses cibles douchées, Alexei coupa l'eau. Le leader, Maxime Vassiliev, gelé sur place à cause de l'eau alors qu'il rendit son dernier souffle vital. Au téléphone avec Alexei, celui-ci confirme à Luka qu'elle a réussi tout ce qu'il attendait d'elle. Elle peut le rejoindre. S'effondrant au sol, le docteur entrevoit enfin la lumière du paradis. Alors que le loup blanc de l'unité 25 garde l'entrée d'une main de maître grâce à l'arme obtenue par Pavel, le docteur lui dit qu'elle est en face de la porte d'entrée. Mais Alexei reste muet. Celui-ci surveille le moindre fait et geste de mademoiselle Luka Veidor. Il doit être sûr et absolument sûr qu'elle n'est en possession d'aucune arme ou quoi que ce soit de la sorte. Cependant, il ne détecte rien et une fois la porte déverrouillée, il lui dit qu'elle peut rentrer. Celle-ci entrevoit la fin de la traversée des enfers. À peine rentrée qu'Alexei referme le sarcophage derrière Luka là où celle-ci s'effondre de soulagement. Il fait si chaud ici. Elle est sauvée. Ça faisait si longtemps qu'elle rêvait de ce moment. Mais agenouillé derrière elle, Alexei plaque son revolver dans le dos de la jeune femme. Docteur Luka Veidor, n'auriez-vous pas oublié les bonnes manières? Comme, par exemple, lui prouver qu'elle ne pose aucun danger à son égard. Rougissant de honte et de plaisir, lui demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Tout simplement qu'elle lui prouve qu'elle ne dissimule aucune arme blanche sous ses vêtements. Appréciant une sensation qu'elle déteste pourtant, Luka ne sait comment réagir alors qu'Alexei lui rappelle qu'elle a fait le choix elle-même de se ranger de son côté. Elle ne devrait pas voir de mal à ce qu'il soit complètement transparent l'un envers l'autre, ne croit-elle pas? En sous-vêtements devant son hôte, elle lui demande si ça suffit. Excellent, elle comprend les manières d'ici, ça lui plaît. Qu'elle aille se prendre une petite douche bien chaude, elle l'a mérité. Accompagnant celle-ci à la salle de bain, il lui explique qu'il a quelques vêtements de côté qui devraient lui aller. Et puis, si ça ne lui va pas, qu'elle n'hésite pas à lui dire, il lui trouvera autre chose. Une fois la belle Luka Veidor sous l'eau chaude, Alexei récupéra les seringues du docteur révélées lors de son déshabillage. Confisqué. Une fois sa douche finie, Luka lui dit que la robe lui va parfaitement. Au fond, avec tous les vêtements qu'il a récupérés de l'entrepôt de Stanislas, c'est vous est-ce qu'il lui trouve quelque chose à se mettre? Nickel, qu'elle vienne s'asseoir. S'occupant de sécher les cheveux de la belle demoiselle, il lui rappelle qu'elle n'a été autorisée à entrer uniquement parce qu'elle a de la valeur pour lui. Bien sûr, et tant qu'elle sera avec lui, il la traitera comme la prunelle de ses yeux. Cependant, en retour, elle devra se plier à tous ses ordres, et s'il apprend qu'elle complote dans son dos, il n'hésitera pas à se débarrasser d'elle, comme il l'a fait avec Vadim, Vassili Yuri, le gang Vassiliev et il en passe. Intimidé, Luka fait le froid constat que ce type n'a aucune empathie, aucune émotion. Alexei continue et lui dit qu'elle dormira dans la chambre d'amis. Aussi, qu'elle sache que l'appartement est truffé de caméras de surveillance qui tournent en continu. De plus, toutes les portes ici sont faites des mêmes matériaux que la porte d'entrée. Lui décidera de quand elle pourra sortir et quand elle devra y rester. Si elle a la moindre objection, elle est libre de retourner affronter le Global Phrase. Appréciant l'humiliation, elle lui dit qu'elle a compris, elle l'écoutera. Encore un très bon choix de sa part. Elle n'a aucune autre option viable que de s'en remettre à lui-même. Maintenant qu'ils sont officiellement dans le même navire, il va lui confier un petit secret. Un secret? Comment ça? Minute, papillon. Avant tout, elle sait bien que quand on confie un secret à quelqu'un, il ne faut pas le répéter, n'est-ce pas? Elle a bien vu que tous ceux qui ont essayé de s'en prendre à lui sont morts.
Oui, elle comprend. Également, elle a bien dû voir sur internet que cette glaciation que les scientifiques ont appelée le Global Freeze a été causée par l'explosion d'une supernova, et plus précisément les rayons gamma qui ont déferlé sur Terre peu avant la catastrophe. Il se trouve que ces rayons ont également des effets chez certains humains, en leur octroyant des capacités incompréhensibles par le prisme de la science. Pouvant sentir une brioche de nulle part, sous le regard sidéré de Luca, Alexei lui explique que le pouvoir qu'il a obtenu s'apparente à une sorte d'inventaire dimensionnel. Les ressources présentes dans l'appartement ne sont qu'une goutte dans l'océan de ressources qu'il a récupéré avant la glaciation. Cependant, s'il meurt, les ressources seront perdues pour toujours. Tant qu'il restera en vie, elle pourra profiter d'autant de nourriture qu'elle veut et d'eau fraîche. Celle-ci ne fut capable de dire le moindre mot, ni pendant, ni après l'explication suivie de la démonstration d'Alexei. Elle n'en revenait simplement pas que des super pouvoirs comme ça puissent vraiment exister. Cependant, Alexei interrompt ses pensées et lui dit qu'elle doit mourir de faim. C'est à elle. Se jetant sur la petite douceur sucrée comme la misère sur le pauvre monde, Lucas s'en étouffa presque. Allez, tiens, un peu d'eau pour faire descendre tout ça. Néanmoins, Alexei lui dit qu'elle n'a pas encore gagné toute sa confiance. Mais enfin, ça viendra avec le temps, il imagine. Quoi qu'il puisse en être, il va lui lister les quelques tâches ménagères dont elle devra s'occuper en échange de sa survie ici. Alors qu'elle profitait enfin d'une bride de satiété, Alexei lui dit qu'elle devra notamment s'occuper des sanitaires. Après tout, c'est le devoir d'une maid d'échanger travail contre logement et nourriture. Mais selon lui, tout ça ne correspond pas à un échange équitable, alors qu'aurait-elle d'autre à lui offrir? Mademoiselle Luca Veidor a bien une dernière chose dont lui faire grâce. Rougissant de honte, elle commence à faire tomber la robe en disant à son maître qu'elle le laissera faire ce qu'il veut d'elle. Alexei et Luca s'embrassèrent sur le sofa avant qu'elles se mirent à voler plus encore de vêtements. La belle vierge effarouchée dont les rêves et fantasmes les plus honteux prenaient le dessus, attendait que son maître fasse ce qu'il désire d'elle et de ses sublimes formes. Je vais me faire des amis, moi, avec cette fin. Magikarp le premier. Bref, merci à lui pour son montage. On est deux à monter sur la chaîne. Il est derrière 50% des montages ici. Il travaille comme un fou depuis un an. S'il vous plaît, montrez-lui beaucoup d'amour. Également, un immense merci aux patrons pour leur soutien. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir, je vous glisse le lien en description. Moi, je retourne m'éclater sur une vidéo que personne n'aura vu venir, mais qui devrait plaire. Allez, sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.